L'ambassadeur, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs, chers amis du Collège Belgique, c'est évidemment un honneur pour l'administrateur délégué de ce collège de vous recevoir ce soir. Il fait très beau, mais la salle est nombreuse, pour une nouvelle activité d'un partenariat que nous avons avec la ville de Bruxelles. Vous savez que l'Académie royale de Belgique, le Palais des Académies, est situé sur cette ville, Bruxelles. Et suite à une merveilleuse soirée que nous avions connue lors de notre festival qui s'appelait BAM, Brain and Music, les effets et les interactions entre le cerveau et la musique, que nous avions eu le bonheur d'avoir cette inauguration dans la salle de l'hôtel de ville, avec les équipes de la ville et singulièrement l'échevine de la culture de l'époque, Madame Delphine Houba, nous nous étions dit que la ville et l'académie pouvaient travailler en commun. Et c'est ce qui s'est fait à travers un nouveau partenariat pour lequel je remercie la ville et singulièrement son bourgmestre qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce soir. Un partenariat que nous avons intitulé Créacité, puisqu'il est très orienté sur une réflexion relative aux politiques culturelles urbaines. Et c'est vrai que nous avons déjà traité ici même de très très beaux sujets. Rappelez-vous la soirée avec Mohamed El-Khatib et le travail qui est fait auprès des retraitants de la maison Sainte-Gertrude, ou maison Gertrude, comme on dit maintenant. Rappelez-vous aussi la soirée que nous avons connue sur la création artistique en prison, singulièrement avec la prison de Harenne, ou encore une soirée tout à fait admirable aussi sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'activité artistique. Et puis eh bien, dans notre ville capitale, dans notre ville-monde, nous avons connu aux alentours du mois de décembre, au moment de l'exposition, de la représentation de la nativité, l'épisode de la crèche, qui a vraiment été un moment à la fois étrange et surprenant, avec de multiples réactions, une polémique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot, et à cette époque, moi-même, fort intéressé par ma formation philosophique à des questions relatives à la citoyenneté, le rapport de la religion dans la cité, j'avais écrit au bourgmestre, d'ailleurs pour saluer son travail à ce moment-là, en lui proposant que, une fois que les choses seraient passées, puisqu'il y avait une disponibilité de salle pour le mois d'avril, eh bien, nous pourrions avoir une soirée de réflexion calme, dans la bienveillance et dans le respect mutuel et des uns et des autres, une soirée de réflexion sur, au fond, ce qui nous est arrivé. Et grâce à l'accord du bourgmestre, eh bien, nous pouvons parvenir à cette soirée ce soir, qui est tout à fait exceptionnelle, puisque l'artiste créatrice de la crèche, Victoria Maria, a accepté d'être parmi nous, et je veux vraiment saluer sa présence parmi nous ce soir, la remercier, parce qu'elle a évidemment vécu des choses excessivement difficiles, elle vous en parlera, mais quand même, quand on est une artiste, une créatrice, et que l'on doit subir des appels à la mort, n'est-ce pas? Parce que c'est bien ce qui vous est arrivé. Eh bien, il faut vraiment saluer le courage et la présence de Victoria Maria Gaillère parmi nous ce soir. Alors, évidemment, l'intérêt, c'était d'avoir une table ronde, bien sûr de réfléchir, et avec quelques personnalités indicatives que je vais présenter. Et puis, bien entendu, comme nous le faisons toujours à l'Académie, d'avoir un temps de réflexion avec vous pour que la parole dans cette salle ce soir puisse circuler. Mais je vais vraiment mettre une exigence fondamentale. Vous avez assisté à toutes les polémiques sur les réseaux sociaux. Il est évidemment tout à fait inadmissible que ceci se passe ici ce soir. Nous sommes dans un lieu de liberté d'expression, de liberté académique, donc aussi de liberté artistique. C'est d'ailleurs une académie des sciences, mais aussi une académie des arts dans laquelle vous êtes ce soir. Et donc, je compte vraiment beaucoup pour que, au moment de nos échanges, ceci soit réflexif, marqué par la sérénité, l'élégance et le respect des uns et des autres. Alors, avant de donner la parole à chacun des intervenants, puisqu'il a été convenu qu'au début, chacun, pendant une dizaine de minutes, va évoquer cette situation de la chaire, je voudrais donc vous les présenter ce soir, en commençant par notre artiste Victoria
Maria Geyer. Elle est en réalité architecte d'intérieur et designer. Elle est d'origine allemande, de Hambourg, vient-elle de me confier à l'instant, et elle s'est installée à Bruxelles. Elle est passionnée d'histoire de l'art, elle a une très très grande culture dans l'iconologie et dans l'historiographie, et elle a créé son studio Victoria Maria Interior Design en 2007, et elle a regroupé d'ailleurs autour d'elle tout un ensemble de professionnels, mais aussi de membres de sa famille. Alors, elle est spécialisée dans l'aménagement des maisons, dans l'aménagement des appartements, mais aussi dans l'aménagement des hôtels. Et elle a d'ailleurs été très vite, quand elle est arrivée ici, elle a été très vite considérée comme une étoile montante du design belge, et son travail est unanimement salué et reconnu dans la presse internationale, tant auprès des designers d'ailleurs que des historiens de l'art. Et puis, là aussi, une spécificité dans sa création, c'est qu'elle fait dialoguer les choses. C'est une artiste du dialogue. Elle fait dialoguer des pièces anciennes, mais aussi des pièces contemporaines. Elle a d'ailleurs créé sa propre collection qu'elle a baptisée Heimat par Victoria Maria en 2022. Alors, elle collabore aussi avec des marques où sa sensibilité pour une matière très importante dans sa création, évidemment dont elle va vous parler, puisque celle-ci est au cœur de la crèche, c'est sa sensibilité pour les matières, bien sûr, mais singulièrement pour le textile. Et donc, elle a, de ce point de vue-là, donné beaucoup de créations. Et puis, elle a donc fait, elle a donné une suite à un appel de la ville de Bruxelles pour la création d'une nouvelle crèche. Nous le savons, l'ancienne était dans un état un peu de décomposition, et elle a donc remporté ce concours, cet appel d'offres, pour pouvoir exposer sa propre crèche qu'elle a intitulée Les étoffes de la nativité, après donc avoir remporté ce challenge, et elle va vous en parler. Elle a donc réalisé cette crèche à base de tissus recyclés. Elle était aussi évidemment inspirée par la question du nomadisme, avec les cieux étoilés, ses vêtements colorés, ses vêtements artistiques, faisant aussi honneur à toute une partie de l'artisanat bruxellois. Et puis la structure globale de la crèche, vous vous rappelez, faisait écho aux serres royales de Laken, ce qui fait que nous avons eu là véritablement une création artistique à part entière. Alors après l'intervention de Victoria Maria, nous allons écouter le doyen de la cathédrale, qui est l'abbé Benoît Lobet, qui, après des études de lettres classiques et de philosophie à l'Université catholique de Louvain, a été ordonné prêtre dans le diocèse de Tournai. Et puis après cette formation à Louvain, il a réalisé sa maîtrise en théologie catholique à Paris en 1986, ce qui a fait de lui un enseignant. Il a d'ailleurs été mon collègue en faculté de théologie à Louvain-la-Neuve pendant de nombreuses années. Il a été également professeur dans différents séminaires, et cette carrière ecclésiastique l'a mené à être doyen d'Anguien, curé doyen de Silly aussi, pour ceux qui sont de cette région, eh bien, ce sont des noms qui sont évocateurs. Et puis, en 2020, au mois de février 2020, le cardinal Joseph de Kessel, qui était alors donc l'archevêque de Malines-Bruxelles, en accord avec son évêque de Tournai, lui a demandé d'être le curé doyen de la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles, et aussi le doyen de Bruxelles-Centre, qui sont donc des fonctions qu'il exerce depuis septembre 2020. Et il faut dire aussi que l'occupation de cette chaire, en quelque sorte, à la cathédrale, dans le fait où elle est liée à la présence d'artistes qui viennent dans la cathédrale, a fait que, sans aucun doute, les évêques de Belgique, et singulièrement l'archevêque, se sont aussi orientés vers une personnalité qui a mis au cœur de sa réflexion et au cœur de son travail théologique la question de la création artistique. Alors je me permets de citer quelques très très beaux livres écrits par l'abbé Benoît Lobet.
un livre qu'il a consacré à la poétesse Marie-Noël, Mon Dieu, je ne vous aime pas, un très grand livre de spiritualité. Il a aussi écrit des ouvrages sur Georges Bernanos. Nous avons eu le plaisir de coéditer ensemble les actes d'un colloque sur la question de la foi chez Julien Green, et puis aussi deux livres que je voudrais quand même citer. Un livre plus ancien, mais qui est très intéressant, qui est sa correspondance avec Hector Bianciotti. Vous savez, ce grand écrivain argentin, franco-argentin, membre de l'Académie française, dont Benoît a été extrêmement proche, et il avait publié donc aux éditions Gallimard sa correspondance avec Hector Bianciotti. Et puis alors un livre plus récent, Quelle spiritualité aujourd'hui, un dialogue avec notre cher professeur Jacques Socher, professeur de philosophie de l'ULB et désormais membre de l'Académie de langue et littérature de Belgique. Alors après l'abbé Benoît Lobet, nous aurons le plaisir d'écouter M. Corentin de Sales. Alors, vous le connaissez bien, il est le directeur artistique, scientifique. Scientifique. Ça pourrait être artistique, mais il est le directeur scientifique du Centre Jean Gol, qui, vous le savez, est le bureau d'études du mouvement réformateur. Alors, Corentin de Sales est licencié en droit des facultés universitaires Saint-Louis et Université catholique de Louvain-la-Neuve. Il a étudié aussi la philosophie politique et la théorie du droit à l'université d'Oxford, au prestigieux Rochester College, et il est docteur en philosophie de l'Université libre de Bruxelles, ce qui fait que aussi il a été assez longtemps assistant tant en faculté de droit que faculté de philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Alors aujourd'hui, en plus de ça, fonction au mouvement réformateur. Il est professeur à l'École pratique des hautes études commerciales, que nous connaissons mieux sous son appellation brève, l'EFEC, et lui aussi, il a évidemment toute une série d'ouvrages et de contributions très importantes, au fond, à l'histoire de la pensée libérale, et je me permets donc de citer la trilogie sur la pensée libérale, portant livre et rappelant en quelque sorte donc l'histoire de la tradition libérale et singulièrement dans ce pays, et puis un ouvrage plus récent alors, Liberté et progrès, qu'il a publié en 2021 aux éditions Jourdan, où là il étudiait les 175 ans qui se sont écoulés depuis la fondation du Parti libéral en Belgique. Et puis il publie régulièrement des tribunes dans la presse belge que nous lisons, et sur la question de la crèche à Bruxelles, il a écrit certains commentaires. Il sera donc très intéressant de l'écouter ce soir. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'écouter M. Bosco d'Autrep, qui a étudié les langues et lettres françaises, c'est-à-dire la philologie romane à l'Université catholique de Louvain. Et puis il s'est lancé dans le journalisme dès 2012. Il a d'abord travaillé dans la version Internet du quotidien La Libre Belgique. Il a d'ailleurs été chroniqueur pour ce journal et pour la version Internet pendant 2 années depuis Rome, où il avait à cette époque-là donné beaucoup d'études, beaucoup de contributions sur la réalité du Vatican, la religion catholique sur le plan international. Et puis, il est revenu en Belgique où il s'est fortement engagé dans la rédaction papier, cette fois, toujours le même journal, La Libre Belgique, et il a pris en charge différents sujets, bien sûr les chroniques et les articles liés aux questions religieuses, le catholicisme, l'islam, le judaïsme, mais aussi des questions relatives à l'immigration ou encore l'éducation. Il a aussi très longtemps coordonné les pages débat du journal, et il s'impose vraiment dans le paysage de la presse belge comme un jeune journaliste intelligent et soucieux de bien présenter les choses qui sont relatives à la vie, au fond, des religions telles qu'elles vont et telles qu'elles sont dans la cité. Alors donc nous allons, mesdames, messieurs, en vous remerciant encore pour votre présence ce soir, nous allons commencer la première partie de cette rencontre. Chaque intervenant va exposer sa vision des choses, ce qu'il a éventuellement vécu pendant
une dizaine de minutes, 15 au maximum, et puis il y aura un dialogue entre eux que je vais modérer, et puis, bien entendu, nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez aussi donner vos avis et que nous puissions avoir une réflexion commune. Et comme d'habitude, nous terminerons cette soirée aux alentours de 19h55. Voilà, je vous remercie beaucoup et je rejoins ma place de modérateur. Maria-Victoria ? Oui. Voilà. Non, je pense qu'il est allumé. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Donc, je m'appelle Victoria Maria et comme on a dit, je suis architecte d'intérieur et designer. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment toute cette histoire a commencé. C'était en, je pense, juin ou juillet de l'année dernière. On a reçu un email pour participer à un appel d'offres pour repenser reimaginer la crèche de la Grand Place parce que malheureusement, comme vous le savez sans doute, elle était dans un état délabrement très avancé et donc la ville de Bruxelles a décidé de faire appel à certains artistes voilà, pour proposer une nouvelle idée. On a tout de suite, on est assez débordé, on a beaucoup de travail et généralement, évidemment, comme disait Monsieur Leclerc, on travaille sur des projets plutôt de maisons, d'appartements ou de projets d'hospitalité, donc des restaurants, des hôtels, mais faire une crèche, c'était tout à fait inédit pour nous et on a tout de suite, tous dans notre équipe, on est une petite dizaine au total, été emballés à la seconde une pour participer, sans même savoir si on allait gagner. Alors voilà, nous, on est, juste, je fais une petite parenthèse, je suis moi-même catholique pratiquante avec mon mari et nos 3 enfants. On va à la messe tous les dimanches. Mes 3 enfants sont au catéchisme à l'aumônerie du lycée français depuis la petite section. Ils vont à la messe des jeunes le dimanche soir, parfois même à 6h du matin s'ils sont courageux en semaine. Donc voilà, on est... je pense que c'est quand même important de le dire, on est pratiquants et croyants. Et voilà, c'est sans doute aussi pour ça qu'on a été si emballés de le faire. Et il se fait que c'est un hasard. Toutes les filles dans notre équipe sont pratiquantes aussi. Donc voilà, on a tout de suite sauté sur l'occasion et participé à l'appel d'offres avec beaucoup de légèreté, de spontanéité et de joie. Il y avait certaines guidelines à suivre dans l'appel d'offres, donc on avait un certain budget qu'on ne pouvait pas dépasser. Il fallait que ce soit innovant, assez écologique aussi. Donc je dis ça pour vous expliquer, et c'est important que de par le budget, faire une nouvelle crèche en bois, c'était hors de question dès le début, parce qu'elle devait faire 6 mètres de long sur 4 mètres de haut. C'était en dehors du portefeuille. Donc ça, c'est pour répondre à certaines remarques que j'ai eues. Ah, mais ça aurait été plus joli en bois. Peut-être, certes, mais c'était pas dans les possibilités. Donc on a dû être assez ingénieux et trouver voilà, une autre manière pour répondre à cet appel. Et comme l'a dit Monsieur Leclerc, voilà, on est parti sur l'idée de rendre un hommage au passé textile de la Belgique. Donc que ce soit les dentelles de Bruges, que ce soit les velours de Oudenaarde, les soieries de Gand, vraiment tout ce passé très très riche qu'a notre pays dans le textile. Donc ça, c'était un point. Deuxième point, la structure en elle-même en tissu faisait appel à le rideau du temple dans la Bible avec les voilages au-dessus de la tête, etc. Et la structure transparente, un petit clin d'œil au cerf de Laken. Donc, on a fait un projet vraiment, comment dire, culturellement belge. Voilà. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toute toute la procédure, donc à partir du moment où on a participé au concours et à partir du moment où jusqu'au moment où la crèche a été montée, ça a été que de la légèreté, de la joie.
On a travaillé main dans la main avec, donc on a gagné. Ensuite, on a travaillé main dans la main avec la ville, qui ont été formidables du début jusqu'à la fin, avec l'archevêché, qui a validé via la ville chaque étape. Donc, il faut bien imaginer, quand on est mandaté pour faire une crèche, on la fait pas comme ça, on la sort pas du chapeau comme ça, on a un coup de main. C'est validé et survalidé à chaque étape par tout l'archevêché. Donc, c'est pas moi toute seule qui ai décidé de faire les choses comme ça. Ça a été, voilà, ça fait partie d'une longue réflexion. Mais tout ça dans la bonne humeur et vraiment la joie. Je vais parler d'un tout petit détail, mais qui n'est pas un détail parce que je vais y revenir à la fin. Pendant donc le moment où la crèche a été conçue, on a eu plusieurs discussions assez surréaliste avec la ville qui me disait « Bon, Victoria, il faut vraiment que tu fasses plusieurs Jésus. » Parce qu'en fait, depuis 20 ans, il y a une bande de marrants qui volent le petit Jésus dès que la crèche est installée. Donc vraiment, on a eu des coups de fil depuis le mois de septembre au bureau. Nous, on rigolait. Voilà, est-ce que vraiment vous avez prévu 1 ou 2 Jésus en rab? Parce que tu vas voir, on va venir nous le piquer. Donc, bon, on a pris note. Nous, notre petit Jésus était dans un lit, donc on a bien fixé le lit au sol. Et comme il était dans une couette, Jésus n'était qu'une tête. Hein, donc ça, vous gardez bien en tête, je vais y revenir plus tard. Donc, le jour du montage de la crèche, moi, j'arrive sur place et je pensais sincèrement serrer la main de Monsieur Claus, de Monsieur l'abbé et... faire chin-chin et repartir chez moi, dîner avec ma famille et mes enfants, et voilà. En 12 heures, le ciel nous est tombé sur la tête. Donc, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on a commencé à avoir des appels, des messages. Je me rappelle très bien, j'étais à une pièce de théâtre, donc j'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait. Les journalistes ont commencé à me harceler. Alors, si... on ne répond pas au téléphone, le journaliste envoie des SMS. Si on ne répond pas aux SMS, le journaliste sonne à votre porte à 6 heures du matin le lendemain, parce qu'évidemment, entre-temps, il a trouvé votre adresse, afin que vous participiez à je ne sais quelle matinale à la Mort-Moelle-Neu pour donner un avis. Évidemment, nous, tout de suite, on a reculé, on a fermé toutes les portes, voilà, on ne s'est pas manifesté. Le lendemain, Monsieur Claus a organisé la conférence de presse. Entre-temps, j'avais déjà reçu plusieurs emails sur mon email professionnel, sur mes réseaux sociaux, des menaces de mort. Donc, on sait où tu habites, on va venir te tuer, toi et tes enfants. Sale arabe. Donc voilà, ça c'était la menace principale. Enfin, oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le premier jour, en fait, un média est arrivé, a pris des photos de la crèche et pour faire sensation, de la crèche en plus qui n'était pas terminée en montage, et a écrit dans un papier qu'elle était islamo-friendly. Ce qui, évidemment, n'était, comme je vous l'ai dit, pas du tout le cas, vu que je suis pratiquante moi-même. Elle a été faite main dans la main avec l'archevêché, catholiquement. Elle était juste de A à Z. Alors on peut ne pas l'aimer, ça c'est quelque chose dont c'est mon pain quotidien en tant qu'artiste et architecte d'intérieur. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Certains la trouvaient moche, belle, super moche, le sujet il est pas là. Mais catholiquement, elle était entre guillemets, ou elle l'est, correcte. Quelqu'un donc a dit voilà qu'elle était islamo-friendly et de là la boule de neige est partie. Et donc, voilà, s'en est suivi quelques semaines vraiment très très difficiles avec donc des menaces de mort par plusieurs quotidiennes, surtout donc basées sur le fait que soi-disant j'étais une arabe, une sale musulmane. Je veux dire, je souligne aussi là la tristesse de voir le manque de recherche que font ces gens-là, parce qu'il suffit de
taper mon nom sur Instagram pour voir que je n'ai pas une tête de salafiste. Mais voilà, ça a visiblement pas été fait. Et donc, on a reçu des hijabs, des burqas par la poste pour être sûr que je sois bien habillée quand je rentre chez moi, etc. Ma fille, notre dernier enfant, qui a 12 ans, a plus osé prendre le bus pour aller à l'école. On a dû la conduire. Ça a été vraiment, vraiment terrible. Voilà, alors ce qu'il y a de positif, parce que j'essaie toujours de me rattacher à ça, c'est plusieurs choses. C'est le soutien de l'archevêché a été vraiment fantastique. Donc je remercie vraiment Monsieur l'abbé pour ça. On a été reçus par Monseigneur Turlington, par Monseigneur Coppola, qui est le nonce apostolique du Vatican. On a eu des discussions fantastiques avec eux et j'ai découvert en fait vraiment des hommes d'une intelligence et d'une spiritualité vraiment très très intense et d'une grande justesse. Alors la ville aussi a été fantastique. Donc Monsieur Claus et toute son équipe nous ont soutenus dès la minute 1. Donc voilà, on s'est senti extrêmement encadrés. Ensuite, évidemment, tous nos amis et notre cercle proche, etc., on a vraiment ressenti un immense élan de solidarité et d'amour dans cette haine, mais qui finalement venait de gens que... J'avais quelqu'un dans mon équipe en fait qui monitorait les messages et qui au fur et à mesure les effaçait. Et quand on faisait des recherches sur les gens qui faisaient des menaces de mort, etc., on voyait que c'était bien souvent des gens très isolés, avec très peu d'amis, etc., et qui en fait s'ennuient et je ne sais pas, j'ai pas l'explication pour ça, mais voilà. Donc j'en étais où Donc voilà, on a été extrêmement soutenus. Ce que j'ai trouvé personnellement dommage, mais ce qui par la suite, je pense, aura favorablement impacté l'histoire de la crèche, mais ça on le voit seulement maintenant, c'est la récupération politique qui a été faite. Et ça m'a vraiment marqué, étant moi-même quelqu'un de très peu politique. Donc moi, je pars du principe qu'on donne son avis ou on parle sur un sujet qu'on maîtrise un tout petit peu. Sinon, on se tait et on laisse parler les spécialistes. Mon travail n'est jamais engagé politiquement parce que j'estime que j'y connais rien et que c'est pas mon domaine. Mais quand j'ai vu la récupération qui a été faite par Monsieur Boucher et le MR, on a été extrêmement surpris et je dois dire que pas mal de notre entourage, qui sont de droite, etc., ont été eux-mêmes très étonnés. Et comme l'a dit Monsieur Turlington, voilà, c'est quand même rigolo de voir que des gens qui vont à la messe une fois par an limite, se permettent d'être plus dogmatiques que les spécialistes en question. Voilà, avis que je partage. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. C'est très bien, c'est parfait, le temps est passé. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Benoît Laubert. Voilà. Merci bien. Merci Victoria, Maria, pour ce témoignage. Moi, j'ai quelques éléments assez rapides. D'abord, je veux dire, comme Victoria l'a dit, que les procédures ont été bien respectées, les candidatures, appels d'offres, etc., et que le clergé sollicité, donc c'était Monseigneur Hutzin, Monseigneur Terlinde et moi-même, nous avons évidemment donné notre accord sur le fait que cette crèche, dans son projet et puis dans sa réalisation, était parfaitement conforme à la foi catholique. On a même salué deux choses. La volonté qui vient d'être exprimée de l'artiste de relier la crèche à l'histoire locale de Bruxelles, en particulier même de la Flandre, et l'histoire merveilleuse des tissus. Mais on a aussi été sensible à ce que les personnages ainsi représentés par des étoffes et des étoffes recyclées pouvaient comporter de fragilité, tout en restant dignes, en rappelant que la crèche, d'après les Écritures, si je ne me trompe pas, ce sont des personnages qui ont été exclus,
C'est pas tout le monde qui accouche dans une étable parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, hein. Et que cette exclusion a été mise en avant par celui qui a fondé la tradition, j'emploie le mot à dessein, de la crèche dans l'Église catholique, c'est saint François d'Assise, qui est l'inventeur de la crèche. 3 ans avant sa mort, en 1223, François d'Assise a eu l'idée de faire des crèches vivantes à l'époque, par et pour les personnes tout à fait pauvres des campagnes autour de Rome. C'était donc des gens qui ne se lavaient pas tout le temps, et en plus de ce que pouvaient représenter de scandaleux les personnages bibliques ainsi présentés par des pauvres, ça ne devait pas sentir la rose tous les jours. On a eu une petite discussion sur les visages. C'était la discussion finale. Fallait-il mettre ou non des visages à ces personnages? On a essayé avec des gros boutons. Voilà, ça ne marchait pas du tout. C'était très, très vilain. Oui, c'était pas beau. Ensemble, on a décidé Il valait mieux pas de visage et que chacun ainsi puisse projeter son propre visage et les visages de la pauvreté qu'il pouvait connaître. Et voilà, que chacun se fasse sa propre histoire de la crèche parce qu'il pouvait donc y projeter son visage. On a dit, donc un responsable politique a dit que ça lui évoquait les zombies de la guerre du Midi. Et moi, j'ai cru bon de répondre que c'était bien légitime d'y projeter ces gens pauvres, puisque la crèche était faite pour présenter des précaires, et qu'en effet, les zombies de la guerre du Midi sont des précaires. Alors, comme j'ai dit ça, j'ai été interpellé un jour en disant que je faisais de la politique en disant ça, et que j'outrepassais la distinction, je dis parce que c'est une question théorique qui s'ensuit, que j'outrepassais mon rôle de prêtre, de représentant religieux, parce que je transgressais la frontière entre le politique et la religion. Je ne pense pas avoir rien transgressé. C'est vrai qu'il y a dans le christianisme, évidemment, l'évocation de certaines priorités sociales, peut-être éventuellement politiques. Quand je lis, par exemple, Matthieu 25, les critères du jugement dernier, dans la fin de l'évangile de Matthieu, j'en retiens 3. Jésus s'assimile d'une part aux étrangers, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Il s'assimile aussi aux prisonniers, j'étais en prison, vous m'avez visité, et aux malades, j'étais malade, vous êtes venus à mon secours. Ça fait quand même 3 dossiers que les gouvernements en Belgique ont à traiter, les prisons et leur surpopulation, les hôpitaux et leur financement, et les migrants, et nous savons que c'est compliqué. Donc c'est de la politique au sens large, moi je veux bien, mais elle est présente comme ça dans les évangiles, mais jamais de la vie je n'irai dire au monde politique dans mes prêches à la cathédrale ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire, c'est pas mon affaire, c'est pas mon travail. Je rappelle aussi qu'inversement, la frontière entre le politique et le religieux, elle joue des 2 côtés. C'est-à-dire que s'il ne m'appartient pas, il n'y a aucun responsable religieux de dire au monde politique ce qu'il doit faire, ça c'est la vie démocratique. Je ne suis pas certain que ce soit le monde politique qui doive dire de quoi une crèche doit être composée pour être catholique. Ça, c'est plutôt, je crois que c'est plutôt mon boulot. J'étais aussi, moi, très favorablement impressionné par la représentation de la tente qui abritait ces personnages. Parce que pour moi, c'est presque une catéchèse. C'est pour dire que j'étais vraiment bien enthousiaste moi-même pour cette représentation. La tente, c'est la tente... pendant les 40 années d'Exode au désert, la tente dans laquelle Dieu se trouve, il n'a pas eu de maison fixe. Quand Dieu se fait humain, ça c'est la foi catholique qui le dit, il se fait nomade. Il se nomadise, il marche avec les humains. La tente est aussi un signe de cette précarité de Dieu. Voilà, enfin il y a beaucoup d'éléments qui pourraient même servir de catéchèse, si on veut, dans cette crèche mise en cause. J'étais un peu surpris que l'on fasse appel dans les réseaux sociaux à la tradition pour dire que cette crèche ne respectait pas la tradition. Je dis la tradition de la crèche, elle remonte à François d'Assise, et je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot de tradition de la crèche. Est-ce qu'on n'a pas recomposé ou composé une tradition qui n'a jamais existé pour mieux dire que ce qu'on a fait n'y est pas conforme? Alors, une tradition peut-être un peu Saint-Sulpicienne, où la Sainte Vierge est une grande blonde avec des voiles bleus sur la tête, et où le petit Jésus est joufflu et magnifique, et où Joseph est un brave homme propre sur lui.
La crèche, c'est pas tellement ça. Venez voir à la cathédrale, il y a aussi tous les ans une exposition de crèches. Vous verrez la diversité des représentations selon les cultures. La plus belle crèche que je trouve à la cathédrale, c'est la crèche chinoise. Il n'y a pas de personnage. Il y a seulement 2 bouts de bambou. Et puis au milieu, il y a la Bible ouverte au prologue de l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair. C'est très épuré, naturellement, on pourrait dire aussi. C'est pas conforme à la tradition, mais la tradition de la crèche, je vois pas bien ce que c'est. Voilà ce que j'ai pensé. Donc oui, toujours pour les tentes, la tradition juive a perpétué cela. Une des grandes fêtes juives, de la liturgie juive, à part Pécha qu'on vient de célébrer, Pâques, mais c'est la fête de Soukhot, la fête des tentes, où les juifs pieux sont conviés à réhabiter la tente pour se souvenir de ce nomadisme. Alors, pour les réactions, maintenant, qu'il y ait quelque chose aussi qui m'inquiète, je vais le dire comme je le pense, une récupération politique, ça m'a semblé évident, voilà. Mais je vois ça un peu partout, pas seulement chez nous. Je vois ça en France, pour parler de l'Europe, je vois ça en Hongrie, Pologne, c'est-à-dire des gens du monde politique qui essayent de récupérer des éléments de la foi chrétienne ou catholique, ou ce qu'ils considèrent comme tels, pour les mettre au service de leur idéologie. Ça, comme prêtre et comme théologien, ça m'inquiète. Parce que là, c'est une transgression, alors dans l'autre sens, de la séparation entre Église et État. On voit ça, par exemple, chez M. De Villiers en France, on voit ça chez M. Zemmour, enfin, on voit ça, évidemment, aux États-Unis pour le moment, et dans un certain nombre d'exemples analogues. On vient de dire, la conseillère spirituelle de M. Trump vient de dire qu'il était un nouveau Messie, et un deuxième Jésus. Enfin, vous ferez vous-même votre idée. Ça, je trouve ça assez inquiétant. Il y a une espèce de résurgence du maurassisme. Vous savez, Maurras, il y a un siècle à peu près, et l'Action française, Maurras se disait, il n'était pas croyant, et il se disait catholique, mais pas chrétien. Catholique parce qu'il aimait l'Église en ce qu'elle favorisait l'ordre social. Mais le christianisme, avec Jésus, c'était embêtant pour lui, parce que Jésus, ce n'est pas l'ordre social. Jésus, il est pour les migrants, Jésus, il est pour les pauvres, il est pour les exclus. Ça, c'est embêtant. Moi, je suis désolé, mais le christianisme, c'est le Christ. Et le Christ est un emmerdeur à toutes les époques. Il faut le prendre comme ça. Voilà, donc, maintenant, du point de vue esthétique, il y a des personnes qui n'aient pas apprécié, mais ça, vous l'avez dit vous-même, Victor, c'est normal, devant toute œuvre d'art, il y a des gens qui aiment ça et d'autres qui ne l'aiment pas, qui l'aiment moins, qui l'aiment plus. C'est pas ça la question, à mon avis. Et je termine en disant ceci. C'est une question, je n'ai vraiment pas de réponse à ça, mais elle est posée à nous tous, je pense. Jusqu'où faut-il protéger l'idée de bon goût populaire telle qu'il est répercutée par les réseaux sociaux, par exemple, et amplifiée par eux, quitte alors à ne plus respecter le caractère interpellant d'une œuvre d'art et d'une œuvre d'art religieuse en particulier? Faut-il bannir toute représentation religieuse dans les œuvres d'art de l'espace public? Auquel cas, il faut aller dans les musées et enlever tous les tableaux qui ont des sujets religieux, mais il ne restera plus grand-chose. Et du répertoire musical, il faut enlever toutes les œuvres de Bach et compagnie, il ne restera plus grand-chose non plus. Faut-il persévérer au contraire et trouver un compromis avec les critiques souvent injustes formulées? Ce sont des questions ouvertes. Ce sera à vous tous d'en dire des éléments de réponse. Moi, je voulais juste ajouter, si Prenez celui-là. je peux, Oui. par rapport au sujet des visages. On a été aussi hyper surpris donc, de cette polémique. La crèche, les poupées n'ont pas de visage. On a reçu innombrables messages de gens positifs qui disaient mais c'est complètement aberrant. Il y a des crèches dans le monde entier depuis toujours avec des personnages qui n'ont pas de visage. Si aujourd'hui vous allez sur la boutique en ligne de Notre-Dame de Paris pour acheter vos santons, ce sont des petits personnages sans visage. J'ai reçu par photo, par email, beaucoup de représentations de crèches, que ce soit en bois, sur des vitraux ou en personnages, en 3D, sans visage. Donc c'est vrai que je ne comprends pas d'où est venue cette angoisse et ce stress d'avoir les personnages sans visage, parce qu'il y en a autour de nous depuis la nuit des temps, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, pour revenir sur les attaques comme quoi elle était musulmane, on a aussi reçu on a été sollicité par email
beaucoup de musulmans qui nous ont écrit en disant, voilà, chère madame, nous, on trouve qu'on n'en a rien à faire de votre crèche, elle est très jolie, mais, enfin, ou pas, mais elle n'est pas du tout conforme ou elle n'a rien de musulman. Donc on est vraiment désolé, mais on aimerait beaucoup que vous vous manifestiez et que vous disiez que nous, on n'a rien à faire là-dedans. Merci. Alors, Corentin de Salle. Oui, bonjour, merci beaucoup à la ville de Bruxelles et à l'Académie de m'accueillir ce soir, donc j'en suis très honoré. Je dirais juste que je trouve que c'est un peu immoral pour nous de se retrouver dans cette pièce alors qu'il fait si beau dehors. Mais bon, voilà, le sujet le justifie, j'imagine. Donc on revient dans un climat un petit peu plus hivernal. Pour situer un tout petit peu brièvement les choses, moi, je ne suis pas théologien, ni vraiment spécialiste de la foi et de l'histoire des crèches, etc. Je laisse ça à mes deux éminents interlocuteurs à l'extrême gauche. Je suis plutôt philosophe. Alors, juste pour un tout petit peu situer, je suis de culture catholique. Je crois que c'est un de mes arrière-grands-pères qui a fondé la Libre Belgique. J'ai étudié 12 ans dans un collège catholique. Je voulais même à un moment donné devenir prêtre, mais vers l'âge de 16 ans, lorsque j'ai rencontré la philosophie, je suis devenu athée. Donc ça va être un peu particulier évidemment, puisque je pense qu'il y a tout à fait moyen de soutenir le point de vue que je vais défendre sans nécessairement être croyant. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus-Christ a toujours été un homme herdeur, au sens positif du terme, hein, c'est quelqu'un un peu comme Socrate qui remet les choses en cause et qui scandalise, etc. Il faut des gens comme ça. Moi, je dirais que la définition d'un philosophe, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et donc, c'est à ce titre que je suis assez à l'aise, non pas pour parler sous un angle exégétique et religieux de cette polémique, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait eu polémique, essayer de trouver mais pourquoi il y a eu des telles réactions. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué, mais évidemment, je condamne tout à fait le harcèlement dont vous avez fait l'objet, les menaces de mort, je trouve ça tout à fait indigne et scandaleux. Ayant moi-même déjà eu une ou deux fois ce qu'on appelle des bad buzz, je compatis parce que je sais que c'est douloureux pour soi-même, pour sa famille, etc. Et donc ça, évidemment, c'est des épisodes malheureux qu'il faut évidemment condamner et évidemment à tout prix éviter. Alors ici, pour moi, qu'est-ce que ça représente quelque chose comme la crèche de Noël? En fait, je dirais, et j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais je parle en tant qu'athée, qui est très attaché pourtant à la culture catholique, ce sont des fictions fédératrices. C'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, où il y a encore quand même une assez grande cohésion sociale, on a évidemment plein de problèmes dans notre pays, à Bruxelles également. C'est une société très multiculturelle, c'est une société où il y a beaucoup de clivages, il y a des replis communautaristes, il y a une sorte de radicalisation du discours politique. Tout ça, évidemment, il faut en être conscient, mais ça reste quand même une société avec une certaine cohésion sociale. Ce n'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres sociétés où c'est un peu la guerre entre communautés qui ne se parlent plus du tout, etc. Et je crois que pour que cette cohésion sociale existe, il faut des fictions fédératrices, et la crèche en fait partie, c'est-à-dire quelque chose qui permet de réunir et de rassembler à intervalles réguliers toute une série de gens qui n'ont pas le même statut social, qui ne sont pas de mêmes conditions sociales, qui ne sont pas la même appartenance, ni la même origine, ni les mêmes croyances, mais c'est un peu une période de trêve, en fait, où en fait, les gens peuvent se retrouver. Et ce que je déplore, c'est que depuis quelques années, cette période de fête, au lieu d'être un mouvement de rassemblement et de pacification, sont souvent troublées par des polémiques qui naissent, pas simplement ici par rapport à la crèche, mais par rapport à d'autres exemples que je donnerai tout de suite, et qui font que, d'une certaine façon, le message rassembleur finit par se dissoudre, en fait, en un certain nombre de polémiques. Alors, ici, moi, ce que je crois, c'est que toutes ces fictions fédératrices, elles ont un point commun, c'est qu'elles arrivent, et on pourrait parler de plein d'autres fêtes, etc., c'est qu'elles arrivent à véhiculer un message universel. Quand on parle d'universalité et d'universalisme, on
se réfère habituellement à ceux qui en seraient, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire et d'autres traditions, etc., mais ceux qui en seraient les principaux inventeurs, à savoir les Grecs de l'Antiquité. Les Grecs de l'Antiquité, on parle souvent du miracle grec. Miracle a pas mal de points de vue, puisque c'est eux qui ont inventé la science, c'est eux qui ont inventé, d'une certaine façon, la philosophie, c'est eux qui ont inventé la politique, qui ont inventé le théâtre, deux choses qui d'ailleurs sont assez similaires, qui se faisaient toutes les deux dans des amphithéâtres, qui ont inventé les Jeux olympiques, mais ils ont surtout inventé des personnages universels. Quand vous lisez une grande helléniste qui s'appelait Jacqueline de Romilly, elle a un bouquin qui s'intitule « Pourquoi la Grèce ?» Et donc elle essaie de répondre à la question du miracle grec, en parlant un petit peu des choses dont je viens de parler. Mais elle dit aussi que quand vous lisez Homère, quand vous lisez Hésiode et tous ces grands auteurs de cette époque, vous êtes frappé de voir à quel point ces personnages sont universels. Et ils sont universels en dépit de toute une série d'attributs physiques qui leur sont propres, en fait. Ils sont universels, pourquoi? Mais parce qu'ils incarnent des grandes passions humaines qui sont propres à tous les êtres humains. Et chacun se retrouve en eux. Quand vous voyez la colère d'Achille, qui est en fait une colère monumentale, où il détruit tout sur son passage, il tue même des gens rien que par colère, c'est en fait un sentiment présenté de façon paroxystique. Et on retrouve plusieurs personnages dans la mythologie grecque, où vous voyez vraiment que, par exemple, quand Hector dit adieu à Andromaque avant d'aller en guerre, ça, c'est vraiment l'incarnation de l'amour. Quand vous voyez le chagrin d'Achille par rapport à la mort de Patrocle, vous voyez aussi la douleur par rapport à la mort. Et ce qui est frappant, c'est de se dire que ces personnages, malgré qu'ils soient datés historiquement, qu'ils soient situés géographiquement, qu'il y a toute une série d'épithètes auxquelles ils sont identifiés par toute une série d'épithètes, ils en restent néanmoins des personnages tout à fait universels. On va parler de Nausicaa au bras blanc, on va parler des larges épaules, d'Ulysse aux larges épaules, pour insister effectivement sur sa force physique. On va parler des yeux rieurs d'Athéna, etc., etc. Ils sont identifiés indépendamment du fait qu'ils incarnent pourtant quelque chose d'universel. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je crois que ce qui crée un sentiment d'adhésion par rapport à des personnages universels, c'est justement ces petits détails. Et donc, même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'est pas du même genre, même si on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques, ni la même forme de visage, etc., les gens, en raison de cette, de cette appartenance et cette identification par rapport à des situations poignantes que nous vivons tous à un moment donné dans notre vie, se réfèrent à ça. Et je crois que le mouvement selon lequel, ça n'a pas été explicitement dit comme ça, et on pourrait peut-être en parler, mais auquel obéit un petit peu cette tendance de se dire, tiens, mais on va, pour donner plus d'universalisme, désincarner, dématérialiser les personnages pour arriver effectivement à faire en sorte que plus de gens se retrouvent, comme on l'expliquait tout à l'heure, on ne va pas donner de visage parce qu'on n'a qu'à inventer le visage, etc. Je crois que ça a l'effet inverse. Ça fait en sorte que les gens finissent par décrocher parce qu'on transforme alors les personnages en une forme d'abstraction pure à laquelle on fait tomber un peu les épisodes et tout le narratif et tous les éléments. Je pense que c'est quelque chose comme la crèche ou les traditions de manière générale, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que ces traditions sont évolutives, qu'elles sont dynamiques, qu'elles sont situées historiquement et qu'elles peuvent et qu'elles doivent continuer à évoluer. Je pense qu'une tradition, il y a une dynamique qui fait que si elle n'est pas renouvelée de temps en temps, elle finit par dépérir parce qu'il faut évidemment s'adresser à tel type de public. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand vous regardez ce qu'on appelait les traditions, mais avec toutes les réserves que vous faisiez, on voit que ça varie très fort dans les endroits du monde. En fait, quand vous regardez des crèches en Afrique subsaharienne, très souvent, et c'est même le cas dans la majorité des cas, les personnages ont la peau noire. Et moi, je trouve très bien qu'il y ait effectivement une réappropriation par la société qui fait qu'on s'identifie plus par rapport à ça. Mais je crois aussi
que ces traits de caractère, enfin, ces traits comme la couleur de peau ou telle forme du visage, etc., la manière de les représenter, c'est quelque chose qui est extrêmement superficiel. Ce qui est important, c'est surtout le message universel. Et ce message universel, c'est ça qui est assez difficile à comprendre. Il se construit parce qu'il y a un agencement de toute une série de symboles qui se répondent dans les histoires. La Bible, c'est rien d'autre que des histoires, en fait. C'est des histoires parfois assez violentes, etc. Mais avec tout plein de petits détails et avec tout plein de personnages qui ont chacun leurs caractéristiques qui font qu'il y a un sentiment d'adhésion par rapport à ça et que les choses importantes sont dans les détails. Je parlais effectivement des polémiques qui surviennent. Une polémique à laquelle on a droit quand même quasiment chaque année, c'est Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Moi, je crois qu'effectivement, dans une volonté de bien faire, de se dire, tiens, mais on va essayer d'être plus inclusif, on va essayer d'être plus universaliste, et donc on va faire en sorte que des choses qui pourraient choquer certains d'entre nous, soit on les gomme, soit on les efface, soit on les met de côté. Par exemple, on se dit, bon, est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir un Père Fouettard? Ok, exit alors le Père Fouettard. Enfin, ce n'est pas encore le cas, mais certains y aspirent, quoi. À ce moment-là, on pourrait se dire aussi, tiens, mais enlevons la croix sur la mitre de Saint-Nicolas, puisque comme ça, on laïcise le personnage. Et puis, après, on se dira, tiens, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que Saint-Nicolas soit un homme? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de machisme là derrière? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que c'est cette espèce d'attirance un peu malsaine pour les enfants? Enfin, j'exagère, hein. C'est l'étape ultérieure, hein. C'est le fait de se dire, tiens, mais est-ce que c'est vraiment pas de la maltraitance de traîner un âne dans la neige, etc. Donc là, on va à chaque fois vouloir faire en sorte qu'on enlève et on essaie d'épurer. Et ce processus, je crois que c'est en fait un processus où on recherche de manière illusoire le noyau universel. Croire qu'il y a un noyau universel. En fait, moi, je crois qu'il n'y a pas de noyau universel. En fait, je comparerais ça plutôt, les traditions, à un oignon. C'est-à-dire, on enlève une peau en se disant, elle n'est pas nécessaire. Et puis, on se dit, tiens, il y a une autre peau qui nous dérange, on l'enlève aussi. Et puis, au fur et à mesure de ce processus d'abstraction, pour éviter évidemment les polémiques, etc., où on ne veut plus assumer que ce sont des personnages qui sont inscrits dans une histoire avec des traditions, avec peut-être effectivement un certain nombre de présupposés qui ne sont plus ceux de notre époque. En les faisant ça, on risque d'une certaine façon de faire en sorte de découvrir qu'après la dernière peau, il n'y a plus de noyau. Et en fait, c'est ça qui, moi, me fait peur. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui est très attaché à la cohésion sociale. Et c'est pour ça que je pense que c'est normal, même si dans notre parti, on est très attaché à la neutralité idéologique, neutralité politique. On est très attaché à ça, mais je pense que c'est tout à fait la mission des pouvoirs publics de subventionner, de subsidier des symboles fédérateurs qui vont au-delà de leur simple mission religieuse. Et je respecte évidemment tout à fait la foi des gens, etc. en question. Je suis ou même quelqu'un qui respecte très fort la liberté artistique. Je pense qu'on peut innover, etc. Mais j'en viens au dernier point qui, pour moi, est l'explication et qui fait que la raison pour laquelle il y a eu énormément de scandales, et je pense aussi que le parti auquel j'appartiens, je ne vais pas être hypocrite, j'ai écrit en bonne partie la pétition qui a été signée par 22 000 personnes. Cette polémique, elle est née par rapport à une indignation que nous n'avons pas déclenchée, mais que nous avons partagée et où on a permis effectivement à un certain nombre de personnes de s'exprimer, de la partager avec nous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette indignation? Encore une fois, moi je suis très attaché à la liberté académique et je pense aussi qu'il faut s'adapter au public. Ça a toujours été le cas. Quand vous regardez des tableaux de Bruegel ou de Rubens, les personnages que vous voyez représentés, ce n'est pas des types sémitiques que vous retrouviez en l'an 0 au Moyen-Orient. Ce sont des Flamands du XVIe siècle, en fait, avec bien en chair, avec des costumes chatoyants. Ce n'est pas une représentation fidèle, mais peu importe. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème à faire évoluer et à trouver. La seule chose qui est vraiment problématique et qui a fait que le processus, à mon avis, il y a quelque chose qui a été détruit à ce moment-là, c'est le fait de ne plus représenter les traits du visage. Pourquoi? Parce que les traits du visage,
comme le disait le philosophe Emmanuel Levinas, l'humanité réside dans les visages. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à l'expression, à l'expressivité, les traits, les sourcils, la commissure des lèvres, etc., que se lie, et à ce niveau-là je suis d'accord avec vous, l'infinie vulnérabilité de l'être humain, mais aussi sa dignité. Et c'est le visage. Alors, on peut avoir des représentations des crèches sans visage, surtout quand c'est des toutes petites crèches, etc. Mais là, quand c'est des santons grandeur nature, je crois que les gens sont quand même très attachés, surtout dans une religion aussi anthropomorphique que la religion chrétienne, hein, puisque, comme vous le savez tous, Dieu a créé l'homme à son image. C'est d'ailleurs aussi ça qui fait que le catholicisme est une religion universelle. Il y en a quelques-unes, des grandes religions, mais c'est en tout cas dans cette manière-là de représenter les choses qu'elle est universelle, puisqu'il y a d'autres religions où vous avez des divinités qui ont plusieurs visages, ou qui ont une multitude de bras, ou qui ont des multitudes de dieux. Alors évidemment, ça fait sens pour les croyants, mais on a du mal, quand on est en dehors de cet univers culturel, à s'identifier à ces personnages-là, quoi. Par contre, il y a un certain nombre... Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur la figuration, la non-figuration, parce que l'islam est aussi une religion universaliste, etc. Mais ce que je crois ici, c'est qu'en tout cas, au niveau de la communauté des gens et des catholiques ou des non-catholiques, parce que je crois que ça va au-delà des non-catholiques, plein de gens, dont je fais partie, célèbrent la fête de Noël. Hier, je célébrais encore avec ma famille la fête de Pâques, et encore une fois, je suis athée. C'est des choses qui font sens et qui rassemblent les gens. Et le fait qu'on se soit privé de ces traits de visage, il faut bien savoir que pour Emmanuel Levinas, ça va même plus loin que ça, hein. C'est le fondement même de l'éthique. C'est lorsqu'on prend conscience mutuellement de la fragilité, de la vulnérabilité de l'autre, c'est une invitation à l'aider et à le prendre en charge d'une certaine façon. Et c'est même quelque chose qui est fondateur, si on retrouve les écrits, par exemple, de Fichte, qui est un auteur, philosophe allemand, qui en fait le fondement de sa philosophie du droit. Il dit que c'est lorsque le moi rencontre le non-moi, c'est-à-dire quand vous rencontrez l'altérité, l'expérience de l'altérité, je dis juste en 10 secondes, c'est qu'en fait, selon lui, le bébé, quand il naît, n'est pas encore conscience de l'altérité. Il est encore, comme il l'était dans le ventre de sa mère, en état de fusion avec le reste du monde. Il voit des couleurs, des bruits, etc. Mais à un moment donné, que Fichte appelle l'Anstos, c'est-à-dire le choc, où il se rend compte qu'il est face à une altérité, et que ce moi, donc ce non-moi, qui devient donc un moi distinct de lui-même, parce qu'au départ, il n'y a que lui et le non-moi, quand il se rend compte qu'il a une égale dignité à lui-même, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il commence à reconnaître que ce moi a aussi des droits. Ça peut être sa mère, ça peut être son père, etc. Et qu'il a une vie propre. Et c'est ça le fondement du droit qui fait que c'est quelque chose qui doit être réitéré tous les jours via les contacts qu'on a avec le visage des gens. C'était une des raisons pour lesquelles, à l'époque, à ce moment-là, je travaillais avec Denis Ducarme et d'autres personnes, Daniel Baclaine, on a fait voter cette loi contre la burqa. Alors, on trouvait ça un peu paradoxal que des libéraux interdisent de porter quelque chose, un voile qui recouvrait entièrement le visage dans l'espace public, puisque normalement on était attaché à la neutralité et c'est uniquement dans les écoles, dans les services publics qu'on le refuse. Ici, la burqa, on le refusait aussi pour cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que c'est à travers les traits du visage que se crée cette altérité et ce sentiment juridique qui est, cette expérience juridique qui est renouvelée à chaque fois que vous croisez le visage de quelqu'un, que vous prenez compte de sa vulnérabilité, que vous savez lire à travers ses émotions, ses intentions. Et donc, je crois qu'ici, cette notion de visage et le fait qu'il ait été gommé est sans doute historiquement ce qui a déclenché dans la communauté de gens qui vivent ici cette indignation. On va discuter, oui, on va discuter après, parce que après la parole va circuler évidemment entre nous. Ah ben d'accord, vous y allez, brièvement. Juste très brièvement, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, et je pense que ce que vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que tout ce que vous avez dit au début, nous, on est d'accord avec ça. Donc, avec l'importance fédératrice et rassembleur du symbole, on est tout à fait d'accord. Là où je trouve personnellement que votre approche tient pas debout,
c'est que les crèches sans visage, elles existent depuis des millénaires, et pas seulement en petit, en très grand sur des vitraux. Donc, qu'est-ce que vous faites de toutes ces représentations-là? Elles sont alors pas correctes non plus. Et le troisième et dernier point, c'est que, et ça c'est vraiment sans vouloir vous offenser, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut faire une distinction entre la religion et la philosophie, et que c'est pas la même chose, et que la religion, c'est pour les gens qui sont croyants. Donc, si on fête Pâques, c'est qu'on est croyant. Si on n'est pas croyant, on fête pas Pâques. On mange des œufs en chocolat et on participe à un folklore, mais on fête pas Pâques. Et donc, si on fête Noël et qu'on va voir la crèche et qu'on a un avis sur la religiosité, si on peut dire, j'invente un mot, de la religiosité, c'est qu'on est croyant. Sinon, on va la voir comme faisant partie d'un folklore. On va discuter évidemment. Peut-être. Juste une toute petite réponse, mais vous me reprochez effectivement de confondre religion et philosophie. Je vous fais le même reproche en fait, c'est-à-dire que je pense que vous avez fait une crèche trop philosophique, où elle est trop abstraite et alors ça peut toucher des gens intelligents et des gens qui sont vraiment dans la pure abstraction, mais je pense qu'effectivement le fait de réunir des fidèles et même des non-fidèles, c'est aussi, surtout quand ils viennent montrer la crèche à leurs enfants, etc., c'est le fait qu'il y ait tous ces petits détails, ces petits traits de visage, etc. Il y en a beaucoup de détails. Marie a le voile bleu, il y a le turban, il y a l'âne, il y a le bouton. On va y revenir. On va y revenir puisque l'objet est bien d'abord écouter chacun et chacune d'entre vous, et puis alors effectivement on va revenir sur certains points. Mais merci en tout cas pour déjà la qualité de vos interventions et qui sont très courageuses aussi. Bosco, voilà, tu as un micro. J'ai un micro. Oui, vous savez que la vie des médias, c'est une succession pour le meilleur et pour le pire de polémiques. Et je reparlais tout à l'heure en préparant cette soirée avec les responsables des sites de la Dernière Heure et de la Libre Belgique qui me disait que l'affaire de la crèche de la Grand Place avait été la polémique qui avait vaincu tous les cols hors catégorie, dirait-on, autour de France en 2025. Ça a vraiment été la polémique belge qui a suscité à la fois énormément d'audience sur les sites internet de la Dernière Heure et de la Libre Belgique. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Et énormément d'audience et énormément d'engagement qui sont les deux points que l'on regarde. L'engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens ont partagé l'article sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils l'ont commenté, est-ce que ça a suscité beaucoup de réactions auprès de la rédaction ou non. Donc ça a été vraiment la polémique avec un P majuscule de 2025 et elle n'a pas encore été dépassée. A priori, ça peut paraître étonnant et d'ailleurs c'est un aspect qui a été peu évoqué durant tout le mois de novembre et de décembre, c'est qu'on aurait pu croire que les catholiques ou les Belges attachés au catholicisme et au christianisme auraient pu s'en féliciter qu'un bourgmestre socialiste veuille, quoi qu'il en coûte, ou coûte que coûte en tout cas, maintenir une crèche sur la grande place de sa ville et qu'il aille pour cela frapper aux portes de l'archevêché. Je pense que beaucoup de catholiques français seraient sans doute jaloux de ça et que cela illustre aussi la spécificité belge et de la neutralité belge. Mais néanmoins, la polémique a pris, elle a pris de manière très forte. Alors, quels en ont été les combustible. Très très vite après les premiers articles, il y a eu en effet ces accusations, notamment de l'islamologue française Florence Bergeau-Blaclair dans un tweet d'une crèche charia compatible. Je pense qu'en Belgique, c'est une accusation qui a peut-être pris dans la lie des réseaux sociaux et qui vous a sans doute beaucoup affecté, vous et votre famille, mais je ne l'ai pas entendu être reprise vraiment dans les médias ni par le monde politique belge. Peut-être que deux points et qui ont été évoqués ici, qui ont servi de combustible à cette polémique, c'est d'abord le fait que la crèche précédente était vraiment une Madeleine de Proust fédératrice, comme on a dit, très populaire. On allait voir les moutons, les vrais moutons qui avaient été remplacés depuis quelques années, mais après avoir pris un bon verre de vin chaud et acheté peut-être quelques centons. On ne se posait pas de questions, c'était l'esprit de Noël, c'était cette crèche chaleureuse. Et donc, cette Madeleine de Proust, les gens
ont cru qu'on la leur enlevait alors qu'on leur proposait autre chose, mais je pense qu'il y avait de ça. Ne touchez pas dans ce monde liquide, dans ce monde inquiet, à notre Madeleine de Proust qui nous rappelle la chaleur de Noël et qui était en effet fédératrice. Et puis je pense que c'est une question qu'on a déjà beaucoup abordée ici, mais je pense qu'elle a servi de combustible aussi à la polémique. C'est bel et bien néanmoins la question du visage. Et là, je poserais peut-être une question pas philosophique, on a évoqué Emmanuel Lévinas, mais une question théologique qui a été reprise par certains historiens de l'art. Même s'il existe en effet des crèches qui n'ont pas de visage, le christianisme, c'est quand même un Dieu qui, pour parler à l'univers, a pris un visage particulier et a voulu entrer en dialogue avec l'humanité à travers un regard particulier. Et une bonne partie quand même de l'histoire de l'art chrétienne, c'était de passer à des signes, à des symboles abstraits, à des figurations incarnées de Dieu avec un visage. Et donc là, mais c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas une rupture avec la tradition à vouloir proposer une crèche où on dit aux personnes, mais c'est votre imaginaire, c'est vous-même qui devez vous projeter vous-même dans le visage qui vous est donné, et ce n'est plus une crèche où c'est un Dieu qui propose son visage et qui propose le dialogue avec l'humanité. Voilà peut-être là une question peut-être plus théologique sur cette question du visage, qui pour moi, avec cette Madeleine de Proust fédératrice, semble-t-il, a vraiment suscité la polémique qu'on a connue fin 2025. Merci à vous quatre pour ces visions, ces synthèses, cette façon de voir les choses. Alors, je voudrais peut-être serrer quelques problèmes avant de donner la parole à la salle. Et alors, revenir peut-être sur un point qui vient d'être abordé par Bosco, mais qui a été aussi abordé par Corentin. C'est la question, effectivement, d'une crèche subsidiée par des pouvoirs publics, en l'occurrence la ville de Bruxelles, et singulièrement sur la Grand Place. Alors, Bosco vient d'évoquer la question de la France. Ben, il faut quand même savoir que sur le plan de la France, le Conseil d'État en 2016, et je parle évidemment devant l'autorité de l'ambassadeur, mais le Conseil d'État, donc suite à différentes polémiques dans toutes les villes de la France et toutes convictions politiques confondues, hein, gauche, droite, évidemment la fameuse affaire de la crèche de Ménard, qui a d'ailleurs tweeté sur celle de Bruxelles. Hein. Mais donc le Conseil d'État pose un principe d'interdiction, je cite vraiment à l'avis du Conseil, hein, de l'installation de signes ou d'emblèmes religieux par une personne publique. Mais il accorde qu'une crèche peut avoir une pluralité de significations et que donc on peut justifier des exceptions à l'interdiction. Et le Conseil d'État dit d'ailleurs qu'une crèche peut représenter ou bien des scènes chrétiennes de la nativité, mais aussi des éléments de décoration profane. Donc il y a la dimension à double sens, ce que vous évoquiez déjà dans votre première discussion avec Corentin de Sales. Et donc, sous réserve de certaines conditions, dit le Conseil d'État, l'installation d'une crèche par une personne publique peut être licite. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une crèche selon le Conseil d'État et donc le principe de la laïcité de la République française, hein, loi de 1905 ? Eh bien, il faut que l'installation de la crèche soit temporaire, qu'elle se fasse au moment des fêtes de fin d'année, donc il y a une temporalité très particulière, et, je cite, elle doit présenter un caractère culturel, artistique ou festif, et alors ça, c'est un peu complexe, ne pas exprimer la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse et, bien entendu, ajoute le Conseil d'État, éviter tout prosélytisme religieux. Mais il me semble que donc de ce point de vue-là, et je me permets de revenir vers Corentin de Sales, qui a donc évoqué une politique de neutralité et sans aucun doute aussi une certaine vision et compréhension de la laïcité, avoir une crèche sur une grande place subsidiée par des pouvoirs publics ne pose pas de question.
Et pourtant, on pourrait dire que dans un régime de séparation du théologique et du politique, il devrait y avoir une forme de réserve par rapport à ces questions-là. Donc ça, c'est une première partie de la question. Et puis alors la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on subsidie alors, si on peut subsidier, et quelles sont les représentations religieuses qui vont être retenues ou pas. Peut-être un bref retour là-dessus. Et puis alors, j'aimerais qu'on revienne aussi avec l'abbé Lobet sur une question au fond fondamentale. Est-ce que cet épisode ne dit pas au fond une crise du catholicisme belge, où au fond on voit que beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques, on va quand même dire des catholiques, oui, et peut-être aussi des chrétiens d'ailleurs, et pas que nécessairement, mais sont peut-être en manque de formation théologique, et donc n'ont plus cet outillage, cette capacité à comprendre ce que c'est que une théologie du visage, parce qu'effectivement, il y a une philosophie du visage, il y a une théologie du visage, et Benoît Lobet connaît aussi très bien la pensée d'Emmanuel Levinas, qui est elle-même fortement utilisée chez les théologiens. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas là une forme de crise de la formation théologique, de la formation religieuse, de la formation spirituelle, d'une grande partie, au fond, des catholiques de Belgique qui ne sont pas prêts, au fond, à faire ce grand écart de la création artistique. Alors peut-être Corentin et puis Benoît. Oui, j'avais déjà évoqué un petit peu ce point, donc je n'ai pas énormément de choses à dire en plus, mais moi je pense qu'effectivement la légitimité de financer une crèche sur la Grand Place, elle tient au fait que je crois ça fait partie du folklore. Et que dans le folklore, vous avez toujours, enfin très souvent en tout cas, une dimension originellement religieuse. Quand vous faites la fête du dragon à Mons, qui est quand même une fête qui est aussi largement subsidiée par des socialistes, là également, c'est quand même la victoire de Saint-Michel contre le dragon. Victoire, Saint-Georges, pardon. Tout à fait, exactement, merci. Mais ce que disait d'ailleurs dans un petit bouquin qu'il a écrit sur Saint-Georges, Richard Miller, philosophe libéral, qui était mon ancien patron, c'est que c'était effectivement nécessaire de défaire le dragon chaque année parce qu'on ne le tuait jamais réellement. Il pouvait renaître, il restait dans les douves, et que d'une certaine façon, il fallait être vigilant parce que le mal peut toujours renaître, même qu'on croit. Donc il y a un message philosophique assez intéressant là derrière et qui, je crois, peut être partagé par plein de gens, même s'ils ne sont pas croyants, parce que c'est une métaphore, etc. Le sapin, on ne va pas parler du sapin, mais tout le monde sait que c'est quand même d'origine païenne aussi, mais qu'il y a aussi, il a tout le temps été associé avec la crèche, enfin tout le temps, pendant très longtemps, on identifie les deux, etc. Donc, encore une fois, moi je pense que la neutralité, elle s'impose dans toute une série de domaines, mais quand il s'agit de ce que j'appellerais le patrimoine culturel d'une société, c'est normal évidemment qu'il y ait une contribution pour que ce genre de choses qui est sollicité. Enfin, moi, j'ai rarement vu à part peut-être quelques laïcs ultra radicaux, des pétitions ou quoi pour dire qu'il faudrait supprimer la crèche, etc. Je crois que ça correspond à une volonté populaire assez largement partagée. Quoi. Merci. Benoît Lobet. Oui, merci. Il y a la question évidemment de la formation, la pas formation des gens, des catholiques ou pas catholiques. Je pense que c'est plus large que simplement la question de la formation théologique ou spirituelle. C'est une formation culturelle qui est en manque. Amener des gens aujourd'hui d'une vingtaine d'années dans un musée, c'est pas donné. Hein. Il faut quand même une certaine initiation aux beaux-arts, à la culture. C'est vrai évidemment aussi alors dans le domaine du patrimoine religieux. Je racontais une anecdote il y a quelques années, enfin il y a déjà 6 ans je suis là, donc il y a déjà quelques années, un dimanche après-midi, j'étais de permanence à la cathédrale et je vois 2 gamins, je vais dire une bonne vingtaine d'années, qui me demandent s'ils peuvent laisser leur vélo à l'entrée de la cathédrale parce qu'ils font le tour des églises de Bruxelles à vélo, bien sûr. Et puis ils commencent à regarder ce qui se passe dans la cathédrale. Et ils sont en arrêt devant la chaire de vérité, qui est une merveille à la cathédrale. C'est un monument, vraiment. Et alors, ils regardent ça, un peu perplexes. C'est donc la chaire de vérité, pour ceux qui ne sauraient pas, représente Adam et Ève chassés du paradis.
Et alors, j'y voyais qui c'est? Non. Qui c'est Adam et Ève? Vous savez qui c'est Adam et Ève? Non. Donc, c'est parfait. C'est même très bien parce qu'on peut, comme ils ne sont pas pollués par de mauvaises connaissances, alors on peut recommencer au départ. Il dit, ben, dans la Bible, quel livre que les Juifs et les chrétiens ont en commun? Au début, ça commence par Adam et Ève, ce seraient les premiers humains. Bon, c'est un peu un mythe, hein, c'est pas vraiment de l'histoire. Alors on dit tout ça, et puis alors on se raconte l'irruption du mal, et puis je leur montre qu'à la fin, ça finit bien. Alors j'ai toutes les réflexions, hein, puisque c'est Ève qui a donné la pomme ou le fruit, parce que c'est pas une pomme. À Adam, il dit, ah, la salope. Il me dit, non, c'est pas comme c'est pas. Il faut pas la maltraiter comme ça. Cette pauvre femme n'en peut rien, etc. Donc voilà, il y a un manque de culture religieuse aussi, de culture en général, mais de culture intellectuelle. Les gens qui se sont exprimés autour de la crèche n'ont pas pris le temps, je crois, de regarder. Ils ont réagi, et ça c'est un peu peut-être, mais ça Bosco en parlerait mieux que moi, le défaut des réseaux sociaux. On réagit dans l'instinct et dans l'instant, et on ne prend pas un recul au moins élémentaire pour se dire, mais qu'est-ce qui est raconté là? Qu'est-ce qui est montré? Qu'est-ce qu'on a voulu montrer et pas montrer? On peut polémiquer sur la question des visages, mais bien sûr, elle est importante. On n'a peut-être pas fait le bon choix, mais on peut au moins réfléchir au pourquoi on n'a pas mis, hein, plutôt que de se dire simplement c'est scandaleux. Donc, est-ce qu'on est obligé de s'en tenir au sentiment premier, à l'instinct premier des gens qui réagissent? Est-ce qu'on doit se laisser dicter les représentations religieuses dans l'espace public, notamment par les réseaux sociaux? C'est une question pour moi. Peut-être là-dessus, Bosco, sur cette question et même de la médiatisation de la médiatisation de l'événement. Ça ne marche pas. Oui. On m'entend bien? Oui. Voilà. Si. Donc la médiatisation. Est-ce qu'on peut revenir sur la médiatisation et d'ailleurs le rôle des journaux? Oui, c'est vrai que ça a pris extrêmement vite, et l'ampleur de cette polémique, parce qu'il y avait déjà eu des polémiques en 2012, si je me souviens bien, avec l'arbre de Noël cubique, mais la polémique avait existé, mais n'avait, me semble-t-il, pas été aussi importante que celle de 2025. En 2012, les réseaux sociaux n'en étaient qu'à leur début. Ici, évidemment, les réseaux sociaux qui favorisent l'immédiateté et l'émotion ont joué un rôle certain, et notamment peut-être dans les réactions les plus terrifiantes que vous avez dû vivre. C'est difficile de faire la part des choses de manière objective sur l'ampleur de cette polémique, à quel point tient-elle des réseaux sociaux et à quel point tient-elle de questions et d'un attachement peut-être à des figures populaires de la foi qui étaient celles des catholiques et peut-être plus largement des Belges. Peut-être pour déplacer aussi la question, je pense que ça renvoie aussi une question et un débat au sein de l'Église, c'est-à-dire que l'Église aujourd'hui essaye encore de faire vivre l'art religieux. La cathédrale de Bruxelles en est un exemple. Le fait d'avoir demandé à une artiste de faire la crèche de la Grand Place en est un autre. Mais et il y a des artistes, hein, il y a Caroline Chariot-Daillé, il y a Malel, c'est un artiste français mais qui avait fait une exposition à la Cambre, il y a Augustin Frison-Roche que vous aviez invité l'an dernier. Donc il y a des artistes encore chrétiens. Mais à quel point cet art n'est-il pas au sein de l'Église élitiste, et à quel point est-ce qu'il irrigue encore la foi des catholiques, et à quel point est-ce qu'il est encore un vecteur qui mène les catholiques à Dieu? Ça, c'est aussi une question. Peut-être, voilà, je déplace un peu la réponse, mais je pense que c'est une question que doit se poser l'Église belge après aussi cette polémique. Oui, sur ce point précis, je voudrais dire quelque chose. Pour moi, cette question du rapport à l'art contemporain est vraiment une question importante, parce qu'elle peut aussi révéler ce que les gens ignorent de la foi, et même les catholiques, enfin souvent les catholiques. Je prends encore un exemple, Caroline Chariot, une artiste que j'aime bien, une bruxelloise. Hein. Elle fait des linges pliés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son œuvre. Elle jette des linges par terre et puis elle les peint. Et ça donne ce que ça donne. Notamment, elle nous a offert, on n'a pas acquis parce que ça aurait été trop cher. Enfin, elle nous a offert un magnifique tableau d'un linge qui fait penser à un linceul qui s'envole et qu'on a placé au baptistère de la cathédrale. Pourquoi? Parce que moi j'estimais que c'était une magnifique image du baptême.
C'est pour ça qu'on l'a mise au baptistère, c'est-à-dire que quelque chose de vieux s'en va avec le linceul qui s'envole, quelque chose de mort s'en va et laisse place à une vie neuve. Dans les proches de la cathédrale, beaucoup de gens contestaient. Vous parlez de la mort alors qu'on parle du baptême. Je dirais, regardez toute la littérature des pères de l'Église, par exemple, autour de la célébration du baptême, ça ne parle que de la mort. Hein, ceux qui sont baptisés sont plongés dans l'eau, c'est-à-dire dans le tombeau du Christ, pour revivre avec lui, etc. Mais on n'avait pas idée de ça. Donc l'art peut aussi conduire à un approfondissement qui n'était pas encore fort présent de la foi. Et puis il y a une question plus générale. Il est évident que la foi catholique n'est plus une foi qui va de soi, comme ça a pu être le cas de ce qu'on appelle la sécularisation. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est une foi qui est désormais plus consciente et donc plus approfondie chez une minorité de personnes. Bon, ça, c'est pas dramatique, hein, c'est comme ça. On ne vise pas le nombre chez nous, pas nécessairement. Victoria, peut-être une remarque sur cette question et aussi peut-être revenir sur le problème du visage. Donc, je voulais revenir sur, c'est pas le problème, mais sur la question des détails et des détails, des petits, comment vous avez appelé ça oui, les traits de caractère, les détails qui permettent aux gens de s'accrocher à l'image que leur inconscient collectif ont. Nous, alors peut-être que je me trompe, mais on a eu l'impression d'avoir respecté ça. C'est-à-dire que déjà, tout le monde était là. Il y avait Marie, Joseph, le petit Jésus, les 3 rois mages, 2 bergers, un âne et un mouton. Marie était habillée en bleu, comme le veut la tradition. Joseph en berger un peu plus rudimentaire. Les 3 rois mages étaient habillés de velours, de brocat, de soieries, avec des tissus beaucoup plus onéreux. Ils avaient des turbans sur la tête, comme à l'époque les rois mages avaient. On avait les animaux. Voilà, on a vraiment, nous en tout cas, eu l'impression d'avoir respecté chaque symbole et d'avoir soigné le détail de chaque personnage. Donc ça, c'est par rapport au détail. Pour reparler de la pétition qui a eu lieu, ce que je trouve personnellement dommage, c'est qu'elle a été créée et écrite par des gens qui ne sont pas croyants. Donc ça me paraissait, moi, de prime abord, un peu saugrenu que des non-pratiquants se permettent d'être plus dogmatiques que, pas moi évidemment, je suis personne, mais que l'archevêché en question. Donc ça m'a fait sourire évidemment, et les gens qui ont signé cette pétition sont pour la majorité des gens qui ne vont pas à l'église. Et donc voilà, ça m'a fait aussi sourire. Alors oui, il y a eu 22 000 personnes, mais il y a énormément de gens qui étaient pour aussi, donc il faut quand même le dire. Et pour terminer, je voulais parler quand même 5 minutes de l'importance justement de la presse. On l'a évoqué, mais pas assez. Et je reviens avec la petite anecdote que je vous ai racontée au début par rapport au petit Jésus qu'il a fallu faire en nombre parce qu'on nous avait prévenu qu'on allait venir le piquer. Et donc, en effet, ça s'est passé le 2 décembre. La bande de fantomas belges a frappé et ils ont donc pris Jésus. Comme notre Jésus n'était qu'une tête, car il était dans un lit, ils ne sont partis qu'avec la tête. Le lendemain, dans la presse, il y avait écrit quoi ? Beheaded Jesus, comme les frères musulmans. Donc voilà, ça a remis le feu aux poudres. Or que nous, dans le cœur du sujet avec la ville, on savait très bien que c'était la blague qui court depuis 1987 et que ça devait être certainement Marcel et ses copains qui, le soir même, rigolaient dans leur cave avec la collection de Jésus qu'ils avaient depuis une vingtaine d'années. Et donc c'est encore là un aspect plutôt sympa de l'humour surréaliste belge qui, nous, de l'intérieur, nous a fait sourire. Mais ça met bien en exergue, en fait, qu'aujourd'hui, la presse est là pour semer la terreur. Et rares sont les journalistes ou la presse qui disent vraiment, je ne suis pas là pour dire que Trump a raison en hurlant fake news toutes les 2 minutes, mais
Néanmoins, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que quand j'ai vu le lendemain ce qui circulait dans la presse à propos de ce petit Jésus volé, ben, ça m'a terrorisée parce que je me suis dit pourquoi semer la haine? La vie est déjà tellement dure, en fait, pour tout le monde. Pourquoi ces journalistes et la presse sèment la terreur sur en plus un sujet qui à la base est plutôt marrant, quoi. Donc voilà. Merci. Peut-être, Corentin, donc une remarque sur la pétition aussi, puisque qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu écrire une pétition d'emblée? Et j'ai expliqué ça, les raisons de cette pétition. Certains prétendront que c'est ça qui a été le déclencheur. Non, le déclencheur, c'est quand même une vraie colère, une indignation en l'espace de 12 heures, parce que la pétition a été signée beaucoup plus tard, a été mise en ligne beaucoup plus tard. Parce que ici, c'est ce que j'expliquais avec le noyau universel. À force d'enlever effectivement des pelures, à un moment donné, on risque de détruire la tradition. Et ça, je le crois sincèrement. Et là où je ne suis, même si on est d'accord sur un certain nombre de choses, je pense, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le fait de dire qu'il faudrait simplement, enfin, vous ne le dites peut-être pas tout à fait comme ça, mais être un catholique pratiquant pour avoir la légitimité de critiquer la crèche. Moi, je crois qu'à partir du moment où elle est financée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par les impôts de tout le monde, alors c'est toujours la question de savoir où se situe, où s'arrête le politique et le religieux, mais ici, on fait tous, vous le disiez vous-même, un peu de politique sans le savoir, et les politiques s'expriment sur quantité de choses, et notamment la religion aussi. Donc je crois qu'il y a quand même une certaine légitimité par rapport à ça. Mais alors, par rapport à la question de la figuration des visages, quand on regarde effectivement l'histoire de la chrétienté, qui est quand même une très longue histoire, qui est liée, qui est entremêlée pendant quand même plusieurs siècles d'affilée avec l'histoire de l'art, vous avez un mouvement de balancier. Vous avez effectivement, on parlait de Saint François tout à l'heure, un moment où, par rapport à toute une exubérance dans l'art, etc., vous revenez à quelque chose qui est plus sobre, qui est plus simple. L'art roman est un bon exemple, en fait. C'est des formes extrêmement épurées qui arrivent à véhiculer un message qui va à l'essentiel, etc. Puis, vous avez le mouvement de réforme aussi qui luttait contre l'or et l'apparat de l'Église. Mais alors, vous avez à nouveau un mouvement de balancier avec la contre-réforme et avec tout l'art baroque et rococo, avec toute l'exubérance qu'on peut retrouver. Je crois que c'est ça qui fait aussi la richesse de l'art, c'est le fait qu'on oscille de l'un à l'autre, mais qui fait aussi qu'à un moment donné, et c'est pour ça qu'il y a eu des réformes, et qu'il y a eu des schismes, et qu'il y a eu tout ce qu'on veut dans l'histoire, c'est qu'il y a une partie des croyants qui ne se retrouvent plus là-dedans. Et je crois qu'on est arrivé effectivement à un stade, on n'est pas dans l'histoire de réforme, etc., il ne faut pas donner des proportions gravissimes à ça, mais je crois qu'il faut entendre quand même le signal de les gens. Alors c'est difficile, on pourrait faire des enquêtes, etc., pour savoir qui est-ce qui est majoritaire ou pas, mais je crois que le simple fait que ça crée une polémique aussi importante, et Bosco l'a rappelé tout à l'heure, fait qu'à l'avenir, il faudrait peut-être éviter de ne plus mettre des traits de visage, en fait, quoi. Enfin, c'est simplement ça que je voulais dire. Peut-être, juste pour rajouter votre histoire avec l'oignon, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, mais c'est pas ce qu'on a voulu faire, et d'après nous, c'est pas ce qu'on a eu l'impression de faire. On n'a pas voulu enlever les caractéristiques. C'est vrai, il n'y avait pas de visage. On a essayé avec les yeux en bouton et c'était juste extrêmement effrayant. Et donc, on a arrêté on les a enlevés pour revenir avec ce que vous dites avec les différents courants d'art. Si on avait eu le budget, moi, j'aurais bien aimé les faire en marbre de Carrare et sculpter, voilà, tel Raphaël, les personnages de la crèche, mais on a fait avec les moyens du bord. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que le fond de votre réflexion, je suis d'accord, en fait. Et c'est là où c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que si on n'est pas pratiquant, bon, on peut aller voir la crèche, mais voilà, moi, je vais pas donner mon avis sur une synagogue ou autre chose. C'est pas ma place. Mmh. Je ne remets pas du tout en cause votre bonne foi, évidemment. Donc, Oui. mais c'est simplement, enfin, tout le monde l'aura compris, que je crois que là, c'était un peu trop loin, même si, évidemment, et que là, il y a eu une sorte de scandale, et qu'il faut peut-être réfléchir dans le futur à toujours innover, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais ici, je crois que c'était trop loin. Peut-être un mot, Benoît Lobet et Bosco, s'il le souhaite. Un double mot. Le premier, c'est sur les polémiques intra-ecclésiales à l'intérieur de l'Église.
la polémique autour de la crèche à l'intérieur des croyants, c'est pas énorme, hein, parce que dans l'histoire de l'Église, il y en a eu d'autres, hein, autour des conciles. Le latrocinium Ephesinum, les gens se battaient à Éphèse autour du concile d'Éphèse, les guerres de religion et compagnie. On n'a pas fait ça à Bruxelles quand même, on n'est pas allé jusque-là, Dieu merci. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, une réflexion que je reprends d'un grand socialiste du 19e siècle, qui s'appelait Proudhon, qui était un grand anticlérical, et qui disait, à juste titre, pour le déplorer, lui, mais moi je le constate, derrière toute politique, il y a une théologie. Ce qui m'incite à dire que les théologiens doivent faire très attention à la façon dont ils font de la théologie, et les politiciens, très attention à la façon dont ils font de la politique. Bosco, une remarque? Peut-être sur justement l'initiative du mouvement réformateur de mettre en place une pétition et d'appeler explicitement à une autre crèche. C'est quand même intéressant d'un point de vue journalistique et peut-être plus politique parce que sans doute, je le dis peut-être un peu vite, mais contrairement à ces dernières années, on a Georges-Louis Boucher qui défend une démocratie, et je parle sous le regard de Corentin de Sales, une démocratie plus organique qui intègre aussi l'ensemble des dimensions de l'être humain, dont son affect. On n'est plus peut-être dans une société très rationaliste et contractuelle, mais on va vers une société qui est plus une communauté organique et affective. Il faudra voir la suite, mais peut-être que l'initiative d'un des plus grands partis francophones témoigne aussi de cela. On est moins dans une société qui déconstruit, mais peut-être dans une société qui veut se rattacher aussi à ses affects. À quelques valeurs culturelles. Voilà. Peut-être un mot, avant de donner la parole au public. Cette crèche, alors, son avenir, vous nous en dites un petit mot? Oui. Ben oui. Alors, dans l'appel d'offres, elle était censée... donc, elle est censée rester 10 ans. Voilà. Personnellement, ma famille et moi, on n'est pas pour, parce que, voilà, malheureusement, il y a des fous partout et il suffit... voilà, alors je pense que... Je ne dis pas ça pour vous blâmer, hein, mais je pense que la pétition a quand même remis retourné encore une fois le couteau dans la plaie. Et voilà, il suffit d'un fou une fois avec un pistolet devant la maison et un drame est arrivé. Donc, personnellement, je ne suis pas une avocate pour la remettre, je ne plaiderai pas pour la remettre sur la Grand Place, mais Monseigneur Turlington, avec qui on a eu des longs échanges, ainsi qu'avec Monseigneur Coppola, qui est donc le nonce apostolique du Vatican, ont proposé, je ne sais pas si je peux m'avancer avec ça, mais c'est une idée merveilleuse, de la mettre à l'intérieur de Sainte-Gudule en tant qu'exposition permanente, ce qui pour nous serait évidemment d'abord un énorme honneur, deuxièmement un soulagement parce qu'elle serait en sécurité, et troisièmement merveilleux car elle rentrerait dans le patrimoine culturel belge. Et donc pour nous c'est tout gagné. Et voilà, peut-être comme mot de la fin, j'aimerais dire que ça a été un véritable tsunami émotionnel pour tout notre entourage, mais que maintenant en avril on voit vraiment la situation qui se retourne. Il y a une vraie seconde vie sur cette crèche. Elle va voyager avec des délégations du pays pour participer à des colloques sur la place de la religion dans l'art et vice-versa. Donc voilà, et en fait, on a été soutenu pendant la crise par un spécialiste de communication de crise qui nous a dit, voilà... Victoria, tenez bon parce que, et c'était pas du tout notre intention, mais en une nuit, vous êtes passé d'architecte d'intérieur à aussi artiste. Et en fait, quand une œuvre est percutante, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est ce que disait Nietzsche, c'est que quand elle passe sous la peau des gens et qu'elle crée des vagues et des réactions, c'est que quelque part, elle a la légitimité d'être appelée une œuvre d'art. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on serait extrêmement heureux qu'elle soit placée
là à l'intérieur de Sainte-Gudule, si Dieu le veut, j'allais dire. Voilà. Et puis sinon, c'est même, voilà, figurez-vous que toute cette histoire a évidemment arrivé jusqu'au Saint-Siège aussi, et donc voilà, on aura peut-être l'honneur de pouvoir en parler au Saint-Père, et ça, ce serait voilà, évidemment formidable. Donc, à la fin de la journée, même si ça a été terrible, pour nous, ça aura été une belle aventure. Merci. Voilà, on peut les applaudir. Et on voit donc effectivement l'intérêt de cette soirée et du dialogue qui est très apaisé et très serein, où les positions aussi peuvent s'exprimer. Alors, mesdames, messieurs, il nous reste un petit quart d'heure, donc nous allons passer la parole à la salle, donc pour prendre des interventions, si ce micro fonctionne, voilà. Et donc, Quentin a un micro, et donc, si vous voulez prendre la parole, poser une question, faire une observation, mais, je le répète, dans le climat d'élégance et de sérénité dont j'ai parlé au début de cet entretien. Alors, on commence par vous, chère madame. Ce micro ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qui va nous rester ? Nous avons besoin de subsides pour les micros. Un appel au subside, oui. Alors, nous avions là, chez madame, tout d'abord. Alors, je vais prendre peut-être trois questions, une première volée de 3 questions, et puis on donnera la parole. Ça marche, non? Oui, ça très marche. bien, allez-y. Voilà, d'abord, félicitations. C'est vrai que vous êtes une artiste et que donc vous avez encaissé comme artiste, et c'est très dur. Et voilà, je compatis. Maintenant, je voudrais juste un exemple. Monsieur le bourgmestre, je sais que vous avez porté pendant des années le Méboum. Fête folklorique, s'il en est. Disons qu'il faut un peu renouveler le folklore et qu'on fasse le tronc d'arbre en tissu. Un tissu certainement très recherché, ou recyclé, ou les deux. Est-ce que cette fête aurait le même sens pour vous de transporter un Méboum et de planter ce Méboum en tissu? Peut-être une réponse, oui. Je vais vous tourner le dos. Hein, bah, vous savez, par exemple, je vais citer une organisation folklorique importante, les Berceaux Princesse Paola, les Noireaux. Bah, l'idée du blackface, c'était pas un truc très répandu en Europe. Et très vite, ils ont eu une polémique à un moment donné, notamment parce qu'on est une ville multiculturelle, où le blackface aux États-Unis est très connoté négativement. Ils ont une réaction extrêmement rapide pour faire le drapeau belge sur leur visage, ou mettre des loups, disant « nous sommes une œuvre caritative, on ne veut pas rester dans une stigmatisation, les temps ont changé, regardez ce qui se passe dans les carnavals, regardez la façon dont les choses évoluent ». Et donc, le folklore, il évolue. Moi, je fais partie d'un des groupes du Méboum, vous l'avez dit, qui s'appelle les Gardes-Villes. Les Gardes-Villes sont là pour protéger l'arbre. Ils n'existaient pas il y a 26 ans. C'est un groupe folklorique qui s'est créé parce que des personnes ont voulu voler l'arbre pour défendre le droit au logement. Ça pourrait paraître bizarre, mais c'était comme ça. On a inventé ce groupe, j'en suis un des membres fondateurs. Ben, aujourd'hui, des femmes en font partie. C'était pas le cas il y a 25 ans, parce que les Gardes-Villes, à la base, c'était que des hommes. Alors, vous savez, moi, je n'ai jamais de choses arrêtées. Ce que je veux, juste parce que je suis un dangereux récidiviste, parce qu'on a parlé, Alain a parlé de l'arbre de Noël électronique, c'est moi aussi. Hein. Donc, je sais que l'idée là derrière, je veux vraiment le dire, et je veux vraiment remercier, au-delà de Victoria Maria, et je m'excuse auprès de toute sa famille, parce que ça n'a pas été simple, et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ça, et je veux redire que ça ne va pas. Dans notre société, comme je dis souvent, on doit pouvoir s'engueuler sereinement. Et que ça, c'est sans doute un des plus gros problèmes, et vraiment merci au Collège de Belgique d'avoir organisé ça, parce que on doit pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'aime pas, sans que ça devienne de la menace physique, qu'on a l'impression d'effacer sa culture. Et donc, je pense que la culture, elle est en perpétuelle évolution. C'est pas pour ça qu'on gomme une tradition. La BLOB, moi, j'apprends plein de choses. Je suis pas catholique, je viens pas d'une famille catholique, donc j'apprends plein de choses, notamment grâce à la BLOB. Mais c'est vrai que les traditions des crèches, il a existé dans les années 2000 une volonté aussi dans certaines villes. Il y a des villes qui l'ont arrêté en disant non, il faut une neutralité de l'espace public. C'est pas ce qu'on a voulu à Bruxelles. Ce qui n'empêche que par moment, et je redis dans la démarche qu'on a eue, c'est pas par hasard que je me suis adressé tout en haut, c'est-à-dire à Monseigneur Turlinden pour dire écoutez, si c'est moi qui le fais, ça va être compliqué. Est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à ça? Sur le même baume, c'est la même chose. Il y aura un débat auprès des compagnons de Saint-Laurent de dire
qu'on peut faire. Par exemple, moi, je trouve que ça ne va pas qu'on transporte l'arbre dans un camion. Je trouve ça ridicule. J'essaie depuis 20 ans d'expliquer qu'on devrait, qu'un affût de camion, je sais pas, de canon, pardon, de le transporter jusqu'à la rue des Sables. J'y arrive pas. Ben, je n'impose pas parce que je suis bourgmestre, c'est ça où vous ne le faites plus. Voilà, la culture et le folklore, il est en évolution. D'ailleurs, les traditions en général, le grand principe aussi de tout cela, c'est de pouvoir les interroger comme on le fait ce soir. Et en même temps, la réaction de Victoria Maria, elle est saine. C'est de dire, bon, le but n'est pas de choquer. On s'attendait à ce que les gens disent j'aime, j'aime pas. Objectivement, on en avait parlé. Et je vous dis, sur les visages, on l'a vraiment testé. Et c'était pas un bon résultat. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens se sentent à un moment donné dépossédés. Parce que là, je peux entendre que les gens se disent moi, je ne me retrouve pas. Donc, on va rechercher autre chose. On a une idée pour l'instant de travailler avec quelque chose qui existe aussi dans un autre pays, qui est la France. Hein, je peux le dire qu'on travaille là-dessus, on réfléchit à ça. Mais on ne veut pas non plus qu'elle disparaisse parce qu'on trouve qu'il y a une démarche artistique qui était intéressante et donc on est très content de ce que l'Église nous propose de faire. Donc, vous voyez, le folklore, c'est d'abord une question de dialogue, contrairement. Et oui, la tradition, elle évolue. Il n'existe pas une seule tradition qui n'évolue pas. Et dernière chose sur la représentation des symboles religieux dans l'espace public, c'est un bon débat. Moi, je l'ai tranché. Depuis des années, je fais un allumage de Hanouka avec la présidente de la Commission européenne au rond-point Schuman. Est-ce que c'est normal ou pas? J'ai des critiques pour ça. Je défends la crèche. Je ne suis pas juif non plus. Je défends la crèche. Je participe à des iftars. Parce qu'aujourd'hui, notre neutralité en Belgique n'est pas la loi de 1905 en Belgique. Elle n'est pas celle-là. Et parfois, j'ai l'impression qu'on veut l'utiliser pour autre chose. Et pour terminer, je dirais que quand même quelque chose qu'on doit sortir de notre état d'esprit et qui serait beaucoup plus serein. Arrêtons de croire que les musulmans sont à l'origine de tout. Parce qu'en fait, le vrai débat sur la crèche n'était pas simplement j'aime, j'aime pas, c'était d'imaginer, et c'est né en France, c'est pas ce que vous avez dit, hein. Non, c'est pas ça. Mais ce qui s'est passé en France sur la crèche, l'histoire de charia compatible, honnêtement, ça on l'a pas vu venir. On ne s'est jamais dit à un moment donné, on s'est dit des gens vont aimer, pas aimer. Mais d'imaginer qu'on a voulu faire une crèche sur la Grand Place, salafiste, pour faire plaisir aux musulmans, faut quand même être pas tout à fait normal pour penser ça. C'est très vrai. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors, il y avait donc, je vais prendre une monsieur ici, et puis voilà, on va prendre les deux personnes. Bonjour, bonsoir à tous. Je vous remercie. Donc, c'était très enrichissant de vous écouter parce que moi, je suis jeune, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, vous écoutez, ça a changé mon point de vue vis-à-vis de donc, madame et de monsieur qui représente Jean Gaulle, le centre Jean Gaulle. J'ai oublié votre nom, désolé. Et je me sens mieux parce que selon la presse mainstream, ils vous ont démoli. Et moi, je pense qu'en critiquant les réseaux sociaux, je dirais plutôt qu'il faudrait censurer certains politiciens et pas censurer les gens qui suivent certains médias ou qui veulent utiliser certains réseaux sociaux pour essayer de s'exprimer parce qu'ils se sentent frustrés, parce qu'ils ont été manipulés et par certains actes et certaines actions et paroles de certains politiciens qui font de la récupération politique. Entre autres, pour rebondir sur ce que le bourgmestre a dit, la communauté musulmane en a pris plein la gueule, alors que moi j'ai vécu dans des pays musulmans, et je vais le dire ici devant beaucoup de gens, ce qu'ils ne savent certainement pas, c'est qu'en Iran, il y a une station de métro avec la statue de la Vierge Marie, ce que l'abbé doit savoir certainement. En Iran, la République islamique d'Iran a une station de métro avec la Vierge Marie. Donc, quand les mainstream ont balancé « vous êtes islamiste, salafiste, etc. », etc., ils vont chaque fois chercher des petits micro-groupuscules qui font un dégât pas possible parce que les médias, mainstream, etc., qui ont un énorme accès à travers la télévision et d'autres, vont aller brainwash, vont aller laver le cerveau des gens, surtout en Europe, je suis désolé de le dire. Et je comprends tout à fait leur réaction parce qu'ils bon, suivent ça, ils se disent ça y est, ils vont nous attaquer. Et, ce sont des islamistes, des terroristes. Et comme vous dites, ils sont là pour créer la peur, la division, la peur. Donc moi, j'estime qu'il faudrait censurer certains politiciens à certains moments donnés, comme on voit même aux États-Unis, etc., parce qu'ils vont trop loin. C'est eux qui créent le désordre. L'abbé est là pour le dire, nous sommes tous humains, chaque vie vaut l'humanité. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, on va prendre une deuxième intervention là. Bonsoir. En fait, toute cette polémique à propos de l'islamisme,
en Belgique est peut-être né simplement du fait qu'effectivement, il ressemblait à des nomades dans cette crèche. Et la seconde chose, c'est que c'est vrai que la représentation du visage est interdite dans l'islam. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu cette assimilation, à mon avis, à une idée islamique, j'ai dit. Alors, tenez, prenez le micro parce que ce sera plus facile. Voilà, chère madame, vous avez tout à fait raison, ça vient en grande partie de là, sauf que c'est là où je regrette le manque comment dire, peut-être de savoir des gens. En fait, voilà, il y a beaucoup de crèches avec des personnages sans visage. Une remarque de votre côté, Benoît Lobé, Bosco? Pour le moment, pas. Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on va aller vers vous. Madame, pardon, voilà, au plus près. Je vous en prie. Bonsoir, excusez-moi. D'abord, bravo à vous parce que vous avez le courage de venir. C'est pas facile après tout ce que vous avez vécu. Je voudrais simplement demander au doyen Lobet si la crèche que j'ai faite il y a des années pour la cathédrale, qui est la crèche de la cathédrale, si vous l'éjectez et je la reprends. Non, il n'est pas question d'éjecter la crèche de la cathédrale. Le lieu éventuel de destination de la crèche de Victoria, on en discute encore, mais ça peut être... On a pensé à la cathédrale, on a pensé à l'église du Béguinage aussi, qui serait une idée aussi intéressante, une magnifique église, le Béguinage. Elle a une vocation sociale particulière, et pour cela même, ce serait peut-être très intéressant qu'on y mette la crèche de Victoria. Mais c'est une idée de l'archevêque, mais il ne s'agit absolument pas de discréditer votre crèche, entre guillemets, et a fortiori pas de la mettre dehors. Voilà. Merci. Merci. Alors, nous allons remonter là-haut, et je vois donc 2 personnes. On va prendre vous 2, s'il vous plaît. Merci à tous pour vos interventions et surtout pour vos commentaires. En fait, je réalise ce soir, parce que la polémique a un peu de temps derrière nous, que ce que vous avez évoqué ce soir, je parle surtout de Madame l'artiste et Monsieur l'abbé. En fait, je trouve ça dommage parce que moi, en tant que spectateur qui suit quand même les actualités, les réseaux sociaux, tout ce que vous avez évoqué ce soir, je l'ai vu passer à aucun moment en fait sur mon fil d'actualité. Et donc, si je peux émettre une petite critique, c'est pas directement envers vous, mais je pourrais aussi inclure les autorités de la ville, c'est qu'il y a fondamentalement eu un problème de communication. C'est-à-dire que moi, en tant que spectateur, j'ai eu l'impression que du jour au lendemain, sur la grande place de Bruxelles, il y avait cette crèche qui avait atterri et qu'il n'y avait pas vraiment eu d'effort d'informer les gens sur tout le raisonnement derrière, ce que ça représentait. Et que c'est pour ça qu'après, tous les politiciens s'en sont servis pour eux-mêmes y donner une interprétation. Et donc, si à l'avenir, la ville ou l'archevêché entreprend des efforts dans ce sens de moderniser certaines traditions, je pense qu'il faut vraiment avoir une remise en question au niveau de l'approche et de la communication au public, surtout quand on touche à quelque chose, comme M. Bosco l'a évoqué, qui est finalement une Madeleine de Proust pour toutes les générations. Merci beaucoup. Merci, oui, dont l'intérêt de la pédagogie, voilà, et d'expliquer les choses. Alors, il y avait donc monsieur, et puis on prendra monsieur à l'arrière. Oui, bonsoir. Voilà, moi, si je me souviens bien, au cœur de cette polémique, les défenseurs de cette crèche, ou en tout cas certains défenseurs de cette crèche, expliquaient qu'il s'agissait d'une crèche inclusive. Et je vous dis que vous faites non. Enfin bon, c'est le souvenir que j'en ai. Et donc, je voudrais quand même souligner que, et on en a parlé, bon, la crèche a un caractère universel. Et donc, dire qu'il s'agit d'une crèche inclusive sous-entend évidemment qu'une crèche plus traditionnelle aurait un caractère excluant ou discriminant, ce qui, évidemment, et je pense qu'on peut le comprendre, peut choquer beaucoup de gens qui sont effectivement attachés à ce caractère universel de la crèche et de la fête de Noël. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ce caractère inclusif de votre crèche, est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été demandé, notamment dans le cahier de charge de la ville de Bruxelles, etc. Bonjour, merci pour votre question. Non, pas du tout. Donc ça nous a pas été demandé. On l'a pas pensé comme ça. Vraiment pas. Donc c'est ce que j'expliquais au début. La surprise fut totale. On y a juste... Ça a été beaucoup moins intellectualisé en fait qu'on peut penser par la suite. On l'a fait en tissu pour les raisons que j'ai dites. Le visage en tissu aussi. Lors du choix du tissu en question,
je suis tombée par hasard sur ce tissu qui a toutes les couleurs de peau. Je me suis dit, ah ben, chouette, ça va être parfait parce que, in fine, il y a des chrétiens en Afrique, il y a des chrétiens blancs, il y a des chrétiens de toutes les couleurs. Donc, c'est parfait. Et voilà, c'était sur comment dire, le mode de la poupée de chiffon avec la petite tête en tissu et tout le corps en tissu en dessous. Punto basta. Il n'y avait rien d'inclusif ou de pas inclusif. Après, le côté poétique du visage sans trait est évidemment que chacun peut se voir, se retrouver dans Marie, se retrouver dans Joseph, dans l'enfant, voilà, on peut tous se l'approprier comme on veut. Merci. Alors, je propose de prendre encore 2 dernières questions parce que le temps passe, il est 19h55. Donc, on va aller chez vous, monsieur. Et puis, je pense qu'il y avait encore une personne qui voulait... Ah voilà, les 2 personnes sont là dans le fond. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je suis ni journaliste ni philosophe, donc je ne vais pas, ni religieux, parler sur ce terrain-là. Je suis dans le domaine artistique, je suis artiste. Je voudrais un peu replacer ça, parce qu'une réflexion me vient à l'esprit. On a parlé de l'évolution, on a parlé du sapin qui est apparu au XIXe siècle et qui est maintenant indissociable de la fête de Noël, donc ce n'est pas là depuis toujours. Je crois qu'on doit évoluer. Les artistes font évoluer les choses. Et je remercie Madame Victoria pour cette façon de faire, qu'elle a de faire évoluer les choses. Toute nouveauté artistique a suscité polémique. Pensez à la musique, Bach, Mozart, Beethoven, l'invention de la peinture à l'huile, etc., etc. Il y a toujours eu des grands scandales. On en a plus depuis longtemps. Le dernier grand scandale auquel je pense, je me trompe peut-être, c'est le Sacre du Printemps, il y a un siècle. Alors, dans un siècle, on verra bien. Maintenant, au moins, nous avons une polémique. Nous discutons, nous vivons, nous échangeons nos idées dans le respect des uns des autres. Je crois que c'est le principal. Vive les artistes et que l'art continue à faire évoluer la société. Merci. Merci pour cette très bonne remarque. Alors, on passe chez vous, madame, pour la dernière question. Allô, bonsoir. Merci. Je crois que je vais aller un peu à contre-courant du dernier intervenant, parce que pour le budget qui avait été donc consacré à cette nouvelle œuvre, vous dites que la crèche précédente et qui durait depuis des années était en état délabré. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette impression. Je ne pense pas que les visiteurs du monde entier, et les Bruxellois en particulier, avaient l'impression qu'elle était délabrée. Donc, je me dis pour que le même budget, il était peut-être utile ou intéressant, en tout cas, de se poser la question, est-ce qu'on allait garder ce qui est apparu comme une Madeleine de Proust. Donc, je ne pense pas que le budget aurait été dépassé. En ce qui concerne maintenant un autre aspect, vous dites, madame, qu'avec des boutons, ça donnait un effet effrayant. Peut-être bien qu'on aurait pu penser à broder, en restant dans l'idée du tissu, à broder un visage. Ça fait partie aussi des traditions belges. Et vous dites aussi, par ailleurs, désolé, vous dites, ça fait des millénaires qu'on fait des crèches sans visage. Ben non, vous avez effectivement cité que c'était donc la tradition remontée à François d'Assise, et donc là, ça fait 800 ans, donc ça ne fait pas des millénaires. Dans tous les cas, la majorité des crèches ont des visages, Dieu merci. Donc peut-être qu'on pourrait reconsidérer. Maintenant, ma question est celle qui me préoccupe. Ah oui, au niveau de l'intervention, au niveau des musulmans, sur la Grand Place, j'ai vu des musulmans qui étaient effarés et regrettaient infiniment cette nouvelle version. Donc, je ne pense pas que tous les musulmans se soient sentis attaqués, loin, loin de là. Au contraire, les musulmans qui habitent Bruxelles, enfin certains, ceux que j'ai rencontrés en tout cas, étaient très choqués justement de la nouvelle version. Donc, ma question est là, celle-ci. Est-ce que, vu le scandale et donc effectivement le manque de cohésion sociale au niveau de votre projet, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager peut-être de réparer, et en tout cas, est-ce qu'on n'a pas, j'espère, ne pas détruire, si on va laisser une place à votre crèche, est-ce qu'il serait utile de garder une place, évidemment ça prend plus de volume, pour la crèche que tous les Bruxellois aimaient, et depuis des générations. Merci. Alors voilà, je vous laisse. Alors, chère madame, merci d'abord. Je vais répondre un à un à chacun de vos commentaires. Donc, pour commencer, voilà... Désolée, c'était une façon de parler depuis des millénaires, donc voilà, depuis Saint François d'Assise, mais en effet, depuis ce moment-là, il y a des crèches sans visage. J'ai été donc moi-même, plus que vous, au centre de la polémique, donc j'ai reçu les emails avec les nombreuses représentations des crèches. Il y en a énormément, et depuis la nuit des temps, à nouveau, façon de parler, donc depuis que la crèche existe. Point 1. Point 2, les musulmans...
à nouveau la même chose. J'ai eu un nombre incalculable d'emails, de lettres écrites, manuscrites, envoyées par la poste, de musulmans qui étaient vraiment désolés de ce qui arrivait et qui, voilà, n'avaient pas spécialement d'avis esthétique sur la crèche, mais qui disaient que, en effet, ça n'avait absolument rien à voir avec l'islam. Et donc, ils m'avaient plutôt l'air extrêmement compatissants et absolument loin d'être scandalisés, en tout cas ceux qui m'ont écrit à moi. Et troisièmement, votre point par rapport aux broderies sur le visage. Alors, vous avez peut-être raison, ça aurait été une piste à explorer. Peut-être que ça aurait été moins effrayant, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Et le quatrième point, lequel était-il Ah oui, l'ancienne crèche. Alors, sur le sujet du budget et de l'ancienne crèche, en fait, voilà, il faut garder en tête que c'était pas mon rôle et c'était pas moi à décider ça. Et donc moi, j'ai répondu à un appel d'offres et je pense que c'est le genre de questions qu'il faut laisser aux personnes responsables pour décider. Voilà. Politique. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci à nos intervenants pour la qualité de leurs analyses, de leur explication des choses. À chacun et chacune d'entre vous, merci infiniment. Et c'était aussi très courageux d'avoir ce débat entre vous. Merci infiniment pour la qualité de vos interventions et de vos questions. Et je pense qu'au fond, l'Académie a rempli, et le Collège Belgique singulièrement, son rôle, c'est-à-dire de réfléchir, de faire de la pédagogie, de faire de la didactique. On a vu qu'effectivement, peut-être, au début, ceci a peut-être manqué, mais enfin, je pense que cette soirée était très utile et comme le dit le bourgmestre, je crois que nous avons appris énormément de choses et puis il y a eu un très grand degré d'écoute et de réception des avis des uns et des autres. Donc, merci infiniment pour cette excellente soirée. Merci donc à la ville partenaire, merci à l'équipe de la ville, merci aux équipes du Collège Belgique d'avoir apporté beaucoup de soins dans la tenue de cette très très belle soirée. Et je vous souhaite, mesdames, messieurs, une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous aux prochaines activités du Collège Belgique. Merci.